ce webinaire. Donc, on vous propose aujourd'hui un webinaire pour discuter des impacts technico-économiques et sociaux également, les différents impacts de l'élevage des veaux laitiers avec leur mère ou une nourrice. Ce webinaire est présenté dans le cadre du projet Transform Dairynet, projet européen. Je vais demander aux personnes qui ne présentent pas, à toutes les personnes qui assistent, de couper les micros pour faciliter l'écoute. Il n'y ait pas d'interférence, voilà, vérifiez bien que c'est coupé. Et on va pouvoir démarrer les présentations. Donc, je suis Chloé Le Gall-Ladevez, consultante dans le cabinet de conseil Philom. On est partenaire du projet Transform Dairynet, avec également Caroline Constancis, qui est chercheur à l'Institut Fibel France. Et vous présenterons également aujourd'hui dans ce webinaire Dominique Pommiès, qui est ingénieur d'études et zootechnicien au Centre INRAE Clermont-Auvergne. Il travaille sur la ferme expérimentale de Marcenat et il est spécialiste de l'élevage des jeunes ruminants laitiers sous leur mère. Également, on aura une présentation de Steren Tomozic, qui est chargée de mission au LIT Westerel. Elle travaille sur l'évaluation des coûts et bénéfices du bien-être animal pour concilier l'élevage et la société avec l'ensemble des acteurs de l'élevage et les citoyens. Elle évalue notamment donc, les pratiques d'élevage des veaux laitiers sous nourrice. Donc voilà pour les différentes présentations. Après, chacun se présentera sans doute plus en détail au moment de leur présentation. Alors, au programme, donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour d'actualité et les différentes opportunités du moment sur le projet Transform Dairynet. Et ensuite, on passera aux présentations. Donc, Dominique va vous présenter des résultats d'études technico-économiques de l'élevage des veaux laitiers avec leur mère, notamment à la ferme expérimentale de Marcenat, qui a mis en place ce système. Steren Tomozic ensuite va vous présenter l'étude des impacts socio-économiques de l'élevage des veaux laitiers sous nourrice et leur pertinence pour les exploitations laitières. Et enfin, Caroline vous présentera une étude du bilan économique d'élevage laitier qui pratique l'allaitement maternel ou sous nourrice. Donc, quelques actualités sur le projet Transform Dairynet, pour commencer. Donc, pour rappel, pour les personnes qui arrivent aujourd'hui sur la première présentation du projet, qui n'en ont pas encore eu, c'est un projet européen, donc dans le cadre de Horizon Europe 2024, qui se finit en 2027. Il rassemble 27 partenaires, à la fois techniques, scientifiques, des associations également, qui travaillent tous sur le bien-être animal et sur les pratiques d'élevage bovin laitier, également sur les buffles. Et il rassemble également 11 réseaux nationaux et des laboratoires vivants dans ces réseaux nationaux, dont la France, qui vous réunit aujourd'hui. Le but du projet Transform Dairynet, c'est de promouvoir l'élevage des veaux laitiers au contact des vaches, donc soit de leur mère ou des nourrices, à travers la caractérisation des systèmes existants, leurs contraintes, les solutions, également à travers le partage de connaissances, vraiment des connaissances pratiques qui sont issues du terrain, des élevages pratiquants à travers toute l'Europe, où on va avoir des contextes qui peuvent être assez variés. Et puis enfin, à travers aussi l'identification, le développement et puis le partage de pratiques innovantes qu'on essaye de développer voilà, dans ces laboratoires vivants, notamment dans chaque pays. Vous pourrez retrouver toutes les informations du projet sur son site internet, transformdairynet.eu, donc qui est pour le moment en anglais, et puis sur les réseaux sociaux. Toutes les actualités, des ressources, les événements, voilà, il y a beaucoup d'informations. Participer au projet Transform Dairynet, à notre échelle de réseau francophone,
ça apporte déjà un réseau thématique d'acteurs. Euh, Vous êtes tous présents ici parce que c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà, c'est l'occasion d'avoir des contacts avec d'autres personnes qui s'intéressent à ça, qui sont peut-être dans le même contexte ou dans des contextes différents, avec des contraintes et des solutions qui sont différentes entre les contextes, des systèmes d'élevage aussi divers et variés. Donc c'est l'occasion d'échanger, de trouver des conseils si besoin. C'est également le projet, une animation d'ateliers d'échange et puis de webinaires thématiques comme celui d'aujourd'hui. Et les vidéos d'enregistrement de ces webinaires se trouvent toutes à la fois en français, donc pour nos webinaires francophones, mais aussi pour ceux du projet en anglais ou dans d'autres langues, se trouvent sur le site web du projet. Je mettrai les liens dans le chat par la suite. Également, le projet, il organise chaque année une journée annuelle de conférences européennes. Donc là, on a des présentations de toute l'Europe sur ce sujet, sur les différentes problématiques autour de l'élevage des veaux laitiers sous leur mère ou sous nourrice. C'est des journées qui sont disponibles en vidéo ou rediffusées sur le site, et puis qui sont aussi possibles d'assister sur place. Cette année, ce sera à Bucarest en Roumanie, et c'est le 20 mai, voilà, 20 mai 2026. Je vous donnerai plus d'informations à la fin de notre webinaire pour assister à cette journée, et puis je mettrai le lien pour les inscriptions. C'est aussi l'occasion, le projet d'organiser des visites d'élevage pratiquants pour les personnes qui souhaiteraient un peu comprendre ces systèmes ou voir des solutions différentes de ce qu'ils mettent en place chez eux. Voilà. C'est pour toute raison, on est intéressé de visiter des élevages pratiquants parce que chacun a un peu ses solutions souvent, et puis son contexte, ses problématiques. Donc, on cherche des volontaires justement pour ouvrir leurs portes. Euh, alors, sans doute sur la période de fin 2026, début 2027, qui serait idéal, et puis sur 2 zones, idéalement, vu qu'on a quand même des personnes dans notre réseau qui sont assez dispersées euh, en France, puis même en Suisse, quelques-uns en Belgique. Donc, l'idée, ce serait qui sont une visite sur l'ouest de la France et puis une autre plutôt sur le centre, voire plutôt vers l'est, pour favoriser les échanges transfrontaliers éventuels. Et puis ça peut être des visites donc en groupe, en petits groupes ou individuelles. On peut aussi, le projet permet d'inviter des personnes sur un élevage, sur un déplacement vers un élevage, si besoin de comprendre certaines pratiques particulières. Et enfin, le projet, c'est surtout beaucoup de ressources, d'outils qui sont mis à contribution, qui sont mis à disposition sur le site du projet. Donc, pareil, je mettrai le lien dans le chat. Et puis, on appelle aussi les différents participants dans chaque pays à contribuer si vous avez des ressources, des photos, des vidéos, des choses particulières qui sont mises en place dans votre région ou sur votre élevage. Et on appelle aussi régulièrement les différentes personnes du réseau à contribuer pour partager leur expérience, partager des motivations, des ressentis. On a échangé des questionnaires, des choses comme ça. Voilà. Donc, beaucoup d'appels à contribution aussi. Et enfin, on a développé là des fiches pratiques qui ont été développées en particulier avec Fibel France, avec Caroline et puis Clara qui était stagiaire avec elle au dernier semestre. Des fiches pratiques pour éclairer les choix de système d'élevage des veaux et qu'on a diffusé là il y a 2 jours. Donc celle-ci, on vous les partagera aussi. Donc le contenu des fiches, c'est vraiment les thèmes principaux qui peuvent concerner les différents axes sur les systèmes d'élevage
des veaux laitiers sous leur mère ou sous des nourrices. Donc, on a des fiches sur chaque type de système et puis sur les différentes problématiques qui peuvent être amenées que les éleveurs peuvent être amenés à rencontrer dans l'élevage des veaux, que ce soit le sevrage, la séparation, la gestion de la santé, les problématiques de croissance, de consommation des... Voilà, vous avez tous les thèmes ici. Donc on a envoyé ces fiches par mail et puis elles sont disponibles sur le site de Fibel France. Donc ça, je vous mettrai le lien également dans le chat. Donc je vais laisser maintenant les différents experts de leur sujet présenter leur PowerPoint. Voilà. Donc pour commencer, je vais laisser la main à Dominique. Alors, je vais arrêter mon partage. Bonjour, est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Bon. Ok, donc Dominique Pommiès, je pense que Chloé m'a présenté, je travaille à l'INRAE depuis pas mal d'années et sur les veaux laitiers aussi depuis pas mal de temps. Je suis à une unité de recherche qui s'appelle l'unité de recherche sur les herbivores. Donc je vais vous parler moi spécifiquement de l'élevage des veaux laitiers par leur mère, des impacts technico-socio-économiques, mais principalement techniques, sachant que je suis avant tout zootechnicien. Alors, la première question, c'est pourquoi faire élever des veaux laitiers par leur mère? Si on se place du point de vue de l'éleveur, on le regardera tout à l'heure à travers une enquête, c'est surtout dans un premier temps pour réduire la pénibilité au travail, la pénibilité liée à l'alimentation quotidienne des veaux. Et puis, dans un deuxième temps, il y a cet aspect de réponse aux attentes sociétales avec des citoyens qui ne veulent pas voir séparer le veau de sa mère et qui veulent voir des vaches au pâturage avec leurs veaux. En fait, à l'INRA puis à l'INRAE, ça fait un certain temps qu'on a abordé ce sujet des veaux laitiers élevés par leur mère. Moi, j'ai commencé à travailler dessus en 2006 et 2008 par un aspect détourné, puisqu'en fait, je travaillais sur la monotraite à l'époque, qui est une situation où les vaches perdent beaucoup de lait. Et parce qu'elles ne sont pas stimulées, la mamelle n'est pas stimulée pendant une partie de la journée. Et donc, on avait envisagé de laisser des veaux en présence de vaches en monotraite, soit 24 heures sur 24, soit uniquement pendant la journée et de les séparer la nuit. Concernant l'aspect monotraite, ça n'a pas été très concluant. Ça n'a pas amélioré ce que l'on cherchait. Tout ce qu'on a perdu, tout ce que ça nous a permis de voir à l'époque, c'est que quand on laisse des veaux uniquement pendant la journée et pas 24 heures sur 24, durant les 70 premiers jours de lactation, ça permet de réduire la perte de lait des vaches en monotraite. Mais voilà. On s'y est intéressé beaucoup plus précisément, vraiment là au sujet de l'élevage maternel des veaux laitiers, sur la période 2017-2018, dans le cadre d'un projet européen et sur lequel était adossée une thèse. Et c'est ce que je vais vous présenter en grande partie aujourd'hui, où on a comparé plusieurs modalités d'élevage maternel des veaux laitiers. Et depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, je suis une expérimentation système qui s'appelle Marcinelle dans le projet Coccinelle. Et c'est un élevage laitier qui est qualifié d'éco-citoyen et dans lequel une des mesures phares, c'est de laisser une bonne partie des veaux avec leur mère. D'abord, les principales caractéristiques de l'élevage maternel des veaux laitiers. D'abord, c'est un système d'élevage traditionnel dans des régions comme l'Inde ou l'Afrique, où les animaux sont à la fois traits et nourrissent leurs veaux. C'est quelque chose qui est utilisé un peu partout en France et en Europe. C'est plutôt à bas bruit, en conventionnel comme en bio. Ce n'est pas réservé spécifiquement à un type d'élevage. Il n'y a pas de conduite type, ça on y reviendra aussi tout à l'heure. Ça va dépendre beaucoup des objectifs de l'éleveur, de la configuration de ses bâtiments et d'autres considérations. La durée d'allaitement du veau est très variable, ça peut aller de quelques jours à plusieurs mois.
C'est utilisé pour tous les types de veaux, pas uniquement les femelles de renouvellement. Ça peut être aussi utilisé pour des mâles vendus à 3 semaines ou pour des mâles engraissés. Ça aussi, on verra dans une diapo suivante. Enfin, la durée du contact entre la mère et le veau, pendant lequel là où les tétés ont lieu, est très variable. Ça peut aller de quelques minutes dans la journée à une demi-journée, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou alors un contact permanent 24 heures sur 24. Et c'est souvent, très souvent, combiné à d'autres pratiques d'allaitement. Si on regarde les résultats d'une enquête qu'on avait fait faire par des étudiants en 2018 sur une centaine de fermes, des fermes de toute taille, hein, vous voyez, de 8 à 210 vaches, et à peu près la moitié était en bio. Vous avez en vert représenté l'allaitement par les mères, en bleu l'allaitement sous nourrice et en marron l'allaitement artificiel classique. On voit que ce soit pour les femelles de renouvellement ou pour la vente classique, donc principalement des mâles, on a plein de systèmes possibles. Tous commencent systématiquement par de l'allaitement sous la mère, avec des durées parfois très courtes. Et après, derrière, s'enchaîne, pour le renouvellement, dans la majorité des cas, c'est de l'allaitement artificiel. Donc, on a une dizaine de jours d'allaitement maternel et puis après l'artificiel, mais on peut avoir ici de l'allaitement maternel puis après sous nourrice, de l'allaitement entièrement maternel ou alors même des fois des 3 types d'allaitement. Et on voit qu'il y a, parmi les fermes enquêtées, les 102 fermes, il y en avait un certain nombre, 11, qui n'utilisaient pas l'allaitement maternel pour le renouvellement, mais en fait, on les retrouve ici. L'allaitement maternel est utilisé pour la vente des mâles, donc principalement. Et donc pour les mâles qui sont vendus aux alentours de 3 semaines, on a la même chose. On a un seul type ou plusieurs types d'allaitement qui peuvent s'enchaîner. Si on regarde maintenant les motivations et le ressenti des éleveurs exprimés dans cette enquête, on voit que le premier, mais surtout les 2 premiers qui arrivent en tête dans leur motivation, c'est améliorer la santé des animaux et diminuer leur temps de travail. Après, il y a des questions de coût, diminuer le coût de l'élevage, réduire la pénibilité du travail, on en revient à ce que je disais avec l'allaitement des veaux, le nourrissage des veaux avec les seaux souvent, augmenter la croissance des veaux, utiliser des infrastructures disponibles qui ne sont pas utilisées ou sous-utilisées, et arrive assez loin l'aspect bien-être, améliorer le bien-être des veaux. Ça, c'était leur motivation pour mettre en place l'allaitement chez eux. Quand on regarde leur retour d'expérience, on s'aperçoit que ce qui les a le plus marqués positivement, c'est la santé des veaux, c'est le gain de temps dans leur travail, c'est la performance de croissance des veaux et c'est la diminution de la pénibilité de leur travail. Donc leurs attentes ont en grande partie été récompensées. Par contre, ce qui a posé problème chez certains éleveurs, ce qui est remonté de l'enquête, c'est que ça nécessite une organisation différente du troupeau, une place et une configuration des bâtiments adaptés, ce qui n'est pas toujours le cas, et notamment sur les 102 éleveurs, enfin, sur les éleveurs qui ont été initialement consultés, 7% avaient fait machine arrière, principalement en raison de la configuration inadaptée de leur bâtiment. Et on a noté aussi de ci de là quelques problèmes sanitaires, comme des gros nombrils suite à l'échage de la mer ou des trayons abîmés. Les trayons abîmés, en général, c'est pour des veaux qui sont élevés jusqu'à l'âge de 6 mois, souvent des mâles, et qui commencent à devenir un peu gros. Si on regarde maintenant les aspects purement techniques, zootechniques, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, dans un premier temps, on va regarder l'ingestion de lait par les veaux. Alors, il faut savoir que la croissance des veaux dépend principalement justement de la quantité de lait ingéré. Et nous, dans les mesures qu'on a pu faire, on a vu qu'à volonté ou quasiment jusqu'à volonté, jusqu'à 12 semaines, un veau tète au moins 11% de son poids de lait par jour. Donc ça, on l'a estimé en pesant les veaux avant la tétée et après la tétée, une fois par semaine.
et en considérant que, voilà. Donc, si on regarde lors de cet essai en 2017, on avait des veaux qui étaient allaités par leur mère, c'est la courbe en orange, et puis on avait des veaux qui étaient nourris au dalle, c'est la courbe en bleu avec les points en bleu. Le DAL, donc le distributeur automatique de lait, était fixé à 8 kg maximum. Et donc, on voit que ce nourri au DAL, vu qu'on peut réduire le lait, d'abord plafonner le lait, puis après le réduire, eh bien, on a consommé à peu près 500 litres de lait du tank, dans notre cas, alors que ceux qui étaient allaités par leur mère ont consommé sur la même période environ 700 litres de lait. Donc, plus de lait, c'est sûr. La contrepartie de ça, le fait de pouvoir diminuer la quantité de lait au dalle pour aller vers un sevrage plus progressif, c'est que eh ben, pendant cette période-là, les veaux qui sont au dalle vont se reporter sur du foin ou sur du concentré. Et ici, on a les mêmes veaux qui avaient accès à du DAC. Et on voit que les veaux élevés au dalle, eh ben, se mettent à manger de plus en plus de concentré jusqu'à à peu près 2 kg par jour, qui est souvent une règle de choix pour le sevrage des veaux laitiers, hein. Alors que les veaux élevés par leur mère, qui avaient pourtant accès au même DAC, ben, ont consommé beaucoup moins de concentré, ils sont beaucoup moins incités à manger du concentré. Même chose pour le foin. Par contre, nous avons remarqué par la suite que ce n'est pas vrai pour l'herbe pâturée. Quand des veaux sortent avec leur mère qui pâture, ils se mettent à pâturer très très tôt. Mais on ne peut pas vérifier la quantité qui est ingérée réellement. Du coup, si on regarde le pendant de ces ingestions de lait, c'est la croissance des veaux, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'elle était principalement liée à la quantité de lait bu. Donc, quand on regarde la croissance des veaux allaités par leur mère, donc pareil, en orange, la courbe des veaux allaités par leur mère et en bleu, celle nourrie au lait, avec ici un plafond à 8 kg par jour, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis, à l'époque, donc, nous avions une tétée 20 minutes avant la traite, ce qui nous a permis de calculer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les quantités bues. Et donc, on voit que dans ce cas de figure-là, la croissance des veaux allaités par leur mère a été supérieure, au moins à partir du moment où on a commencé à réduire le lait au dalle, à celle des veaux allaités au dalle. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ici, on a des croissances qui sont à peu près équivalentes, mais notamment parce que d'abord parce que les veaux tétaient 8 heures par jour leur mère et pas uniquement 20 minutes avant la traite, et parce que le plafond du dalle était fixé à 10 kg par jour et non pas à 8 kg par jour. Donc, on a une croissance plus faible si le lait est limité au dalle par rapport au seau, ce que je viens de dire, 8 kg par jour au lieu de 10 kg par jour, et aussi plus faible si on limite la tétée. En fait, les veaux boivent moins si on les laisse 8 heures par jour avec leur mère après la traite du matin, que si on leur permet d'aller téter 20 minutes avant la traite, où ils vont boire une grande partie du lait qui est présent dans la mamelle. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que souvent, on le voit ici, mais on le voit aussi en 2019, la croissance des veaux ralentit, des veaux allaités par leur mère, ralentit juste après le sevrage. C'est lié à un double phénomène. D'abord, une transition alimentaire qui est plus brutale, puisqu'on a vu que les veaux avaient été moins incités à manger du concentré et du foin aussi. Et puis sûrement à l'aspect séparation psychologique, séparation brutale, stress de séparation avec la mère. Enfin, la croissance des veaux dépend aussi du nombre de vaches qui sont présentes autour. Si on a effectivement exactement un veau par vache, le veau va aller téter sa mère essentiellement. Si on a dans le troupeau d'autres vaches qui sont traites, mais qui n'allaitent pas leur veau et qui ont tendance à se laisser téter par des veaux, les veaux vont pouvoir aller boire du lait plus que le lait de leur mère et avoir des croissances plus importantes aussi.
Si on regarde maintenant l'autre pendant, la production laitière des vaches qui allaitent leurs veaux, donc on va commencer par regarder ce qu'on a eu en 2017. Donc on avait exactement un veau par vache, on avait laissé les mâles et les femelles, et les veaux allaient donc téter leur mère 20 minutes avant la traite, et le sevrage se faisait à 12 semaines. Donc on a ici en orange la courbe de lait récupérée en salle de traite sur les vaches qui allaitent leurs veaux, et on avait en face des vaches témoins qui n'allaitaient pas leurs veaux, qui étaient un groupe exactement semblable à l'autre. Donc on voit que sur ces 12 semaines, la différence de production laitière, de lait récolté en salle de traite est importante, puisqu'elle avoisine les 1000 litres. En fait, sur ces 1000 litres de différence, il y en a, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, environ 700 litres qui sont bus par le veau, effectivement, et on a 300 litres de lait qui est perdu. Quand je dis perdu, c'est qu'en fait, il n'est pas produit par la vache. C'est un phénomène qui est un peu difficile à expliquer. On dit que c'est que les vaches retiennent leur lait, mais en fait, bon, ça se traduit par ça, du lait qui n'est pas produit, ni pour le veau, ni pour être trait. En 2018, on a refait donc une autre expérience avec là aussi un veau par vache, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, la tétée n'était que de 8 heures sur 24 et le sevrage était un peu avancé à 11 semaines. Donc là aussi, on voit que le lait trait, tout à l'heure, c'était 1000 litres de lait trait en 12 semaines. Là, on a eu à peu près 1200 litres de lait trait. 570 litres de lait bu par les veaux, qu'on a estimé là, et à peu près encore 310 litres de lait perdu qui n'a pas été produit par la vache. Et en 2019, on a refait un peu la même expérience, mais on avait moins de veaux par vache. On n'avait pas un veau par vache, mais seulement 0,63 veaux par vache, puisqu'on avait des vaches qui n'élevaient pas leurs veaux. Et on retrouve à peu près les mêmes formes de courbes, les mêmes types de production laitière et les mêmes écarts entre les deux lots. Ça, c'était pour les quantités de lait produites. On a aussi une composition moyenne du lait trait qui est fortement modifiée en présence des veaux. Vous avez ici sur les trois années la différence de taux butyreux du lait des vaches qui allaitent leurs veaux et la différence de taux protéique. Donc le taux protéique est tout le temps supérieur chez des vaches qui allaitent leurs veaux. On l'explique essentiellement par le fait qu'il y a du lait qui n'est pas produit, donc de l'énergie qui n'est pas exportée dans le lait et qui permet à la vache de reprendre un peu plus d'état corporel, et ça se traduit par un taux protéique amélioré. Par contre, le taux butyreux, en général, quand on laisse les vaches dans la journée avec le veau a tendance à téter après la traite du matin et à extraire le lait résiduel de la vache, qui est un lait très gras. Et ce qui fait que le lait qui va rester à traire à la traite du soir va être un lait beaucoup moins gras, ce qu'on voit ici. Alors que quand on laisse téter le veau avant la traite du matin, c'est lui qui va boire une partie du gras. Non, c'est lui qui va boire du lait, pardon, qui est dans la mamelle et qui n'est pas gras. On s'est intéressé aussi à essayer d'évaluer le bien-être des veaux. Alors, pendant la présence avec leur mère, on le verra aussi, c'est un peu compliqué, mais surtout au moment de la séparation et du sevrage. Ici, je vous ai représenté, donc, on a abordé ce problème par des études de comportement. En fait, on regarde ce qui se passe au niveau des meuglements quand on sèvre un veau ou qu'on le sépare de sa mère.
Donc ici, vous avez le pourcentage de veaux qui vont meugler quand on les sèvre, quand on arrête le lait. Et donc en orange, ce sont les veaux qui sont élevés par leur mère. On voit donc le sevrage, le jour 0, c'est le jour témoin, la veille. Et donc on voit que dès le jour du sevrage, il y a la totalité des veaux qui va se mettre à meugler. Et cette proportion va descendre ensuite graduellement. Et au bout d'une semaine, on a encore près de 40% des veaux qui vont meugler. Quand on regarde ce qui se passe au DAL, on a exactement le même phénomène. Sachant qu'au DAL, les veaux vont aussi avoir un arrêt du lait, mais vu qu'ils ont été habitués les jours précédents à avoir de moins en moins de lait, en fait, le début est peut-être un peu moins brutal. Par contre, après, il y a vraiment carrément un arrêt du lait, et puis il y a aussi un changement, en général, un changement de parc, puisque les veaux quittent le parc du DAL pour rejoindre le parc des génisses, entre guillemets. Et on a le même type de courbe avec une décroissance là aussi qui va durer au moins une bonne semaine avant que les veaux arrêtent de manifester. Si on regarde ce qui se passe avec les mères auxquelles on a enlevé leurs veaux, on a des meuglements qui sont absolument semblables à ce qu'on observe chez les veaux. Bon, il faut savoir que ces expérimentations ont été faites l'hiver dans une stabulation, une étable qui est grande certes, mais où les animaux peuvent s'entendre d'un bout à l'autre. Donc c'est un peu normal qu'on ait des réponses des mères en meuglement des veaux et vice-versa. En fait, ce qu'il faut arriver à faire, ce qu'on a compris assez rapidement, c'est il faudrait arriver à dissocier le sevrage de la séparation. Donc le sevrage, c'est l'arrêt du lait, et la séparation, c'est l'arrêt de la mère. Donc depuis qu'on utilise, nous, ce système maintenant au pâturage, on se sert de palettes anti-tête que vous voyez ici, qui permettent, qui sont très souples et qui n'ont pas de pic, hein, qui permettent juste au veau de l'empêcher ou du moins de le gêner énormément quand il veut téter sa mère. Et donc ces palettes, on les met pendant une semaine à peu près. Et ce qui fait que le veau peut aller sous sa mère, mais il n'arrive pas à téter. La mère, elle, ne s'aperçoit de rien parce qu'elle a son veau à côté d'elle. Et je pense qu'il tète ou qu'il ne tète pas, ça ne la gêne pas. Et ce n'est qu'une semaine après qu'on enlève ces palettes anti-tête et qu'on sépare physiquement le veau de sa mère pour le mettre dans un pré adjacent. L'autre aspect qu'on a voulu regarder, c'était donc ce stress, on le voit, hein, ce stress au moment de l'arrêt du lait et de la séparation, il est important. Ce qu'on a voulu voir quand même, c'était en gros, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est-à-dire, est-ce que le fait que le veau ait passé presque 3 mois avec sa mère fait qu'il a été mieux, entre guillemets, d'un point de vue bien-être, que celui qui a été séparé à la naissance et qui est resté au DAL avec des congénères, mais sans sa mère. Et ça, on a pu le mesurer grâce au cortisol, qui est l'hormone du stress, et on le mesure dans le poil, parce que le cortisol va s'accumuler au fur et à mesure du temps dans le poil. Et donc, quand on prélève du poil 2 mois avant le sevrage, le taux de cortisol dans ce poil reflète en gros le stress qui a eu lieu pendant les 2 mois qui précèdent ce sevrage. Et on voit que le taux de cortisol des veaux élevés au DAL est supérieur significativement d'un point de vue statistique de celui des veaux qui a été élevé par leur mère. Donc on peut en conclure que pendant cette période, les veaux qui ont été avec leur mère ont été mieux d'un point de vue bien-être que ceux qui étaient au DAL. 1 mois après sevrage, on a encore une petite tendance, c'est limite significatif, mais ça veut dire que même cette séparation, ce sevrage brutal, n'a pas engendré un pic énorme de cortisol qui aurait pu se retrouver dans le poil. Bon, après, on a vu que ce pic, il existait, si pic il y a, il existe pour les deux, pour les veaux au DAL et pour les veaux avec leur mère. Voilà ce que j'avais à dire sur les aspects purement techniques. On a essayé, nous aussi, maintenant, depuis le temps, d'aborder l'impact économique de l'allaitement maternel. En fait, il est très difficile à évaluer parce qu'il y a de nombreux facteurs qui interviennent, qui sont résumés sur ce tableau qui était tiré d'une publication. Il y a d'abord la production de lait avec le prix du lait, les taux qui sont différents, les quantités, on l'a vu. D'autres coûts directs, des coûts liés au travail, à l'élevage des veaux et à la vente des veaux qu'on pourra avoir après, et puis des effets non monétaires dont on vous parlera après. Déjà pour nous, certains sont très difficiles à avoir
expérimentales ou difficilement estimables. C'est le cas du coût du travail, c'est le cas de pas mal de choses. Et puis, comme on l'a vu au tout début sur l'enquête, chaque exploitation est un cas particulier, donc c'est très très difficile de généraliser. Donc, l'approche que nous avons eue, nous, à INRAE, c'est d'appliquer à 3 cas types des réseaux d'élevage Inosis les modifications techniques qu'on a observées lors de nos expérimentations à Marcenat. Donc, on a choisi de retenir la quantité de lait vendu, qui va impacter le produit lait, la composition de ce lait avec les variations assez fortes, comme on a vu, de TB et de TP, qui va aussi impacter le produit lait, la croissance des veaux, qui peut avoir une répercussion sur les charges en concentré, et puis le travail. Là, on a estimé des temps de travail qui impactent sur les charges MSA et salaires. On a choisi de ne pas retenir dans nos estimations dans nos modélisations, l'aménagement des bâtiments, qui chez nous était plutôt faible, les performances de reproduction qui, sur 3 ans, étaient quasiment identiques entre les vaches qui élevaient leurs veaux et celles qui ne les élevaient pas, et puis la santé des animaux, qui a été, dans notre cas, très peu différente entre les 2 types d'élevage. Ce qu'il en ressort, donc on a fait ces simulations économiques sur à la fois un élevage extensif en Auvergne, un élevage 100% à l'herbe avec 2 travailleurs et puis des Montbéliardes qui produisent une certaine quantité de lait équivalent à 36 mois, comparé à un élevage intensif, 50% maïs dans les Pays de la Loire, avec des Holstein qui produisent beaucoup, et un vélage à 2 ans et demi. Et puis un élevage bio en Pays de la Loire, là aussi entièrement en Holstein. Ce qu'il en ressort, les grandes tendances, parce que je ne vais pas vous abreuver de chiffres, avec les données économiques de 2020, c'est que tous les systèmes sont pénalisés par le produit lait. Le plus pénalisé étant le système en bio, pour lequel on ferait des testés restreintes, c'est-à-dire où on amène les veaux aux mères 2 fois par jour. Le bénéfice sur l'achat de concentré, lui, est modéré, voire nul dans les systèmes extensifs, où, vu qu'on a un vélage 3 ans, on n'a pas besoin de donner de concentré au génisse. Les systèmes en TT restreinte, donc où on amène les veaux aux vaches, sont très très pénalisés par le travail supplémentaire. Ça, c'est quelque chose qui ressort systématiquement. Et enfin, la TT libre, donc quand on laisse les veaux une grande partie de la journée avec les mères, semble légèrement avantageuse d'un point de vue économique pour les élevages intensifs et bio. Alors, on n'a pas utilisé, on n'a pas pris en compte les durées d'allaitement plus courtes, sur 3 semaines, comme on l'a vu dans les enquêtes, ni l'allaitement des mâles, soit pour vente à 3 semaines, soit pour engraissement. On a pris vraiment que la partie des génisses de renouvellement. Depuis 2020, donc, on a une expérimentation système qui s'appelle Marcinelle, à la ferme expérimentale de Marcenat dans le Cantal. C'est une expérimentation système avec des caractéristiques qui évoluent au cours du temps. C'est un système qui a été conçu et qui est piloté de façon participative à la fois par des chercheurs, des éleveurs, des animaliers du site, mais aussi des acteurs du territoire et des citoyens. C'est un système avec 28 vaches laitières et leurs suites. On a des vélages très groupés au printemps et 85% du lait est produit au pâturage. Donc, c'est un élevage 100% prairie permanente de montagne, sans concentré acheté et sans azote minéral sur les parcelles. Les vaches sont en monotraite une partie de l'année, ce qui nous permet, avec les vélages groupés, de fermer la salle de traite 2 mois en hiver. Et donc, les vaches élèvent leurs veaux. 50% des veaux sont élevés par les mères. On a 8 femelles de 0 à 3 mois pour le renouvellement et 6 mâles de 0 à 6 mois pour la vente de viande en direct. Les principales observations qu'on fait sur ce système depuis plus de 5 ans maintenant, concernant l'élevage maternel des veaux, c'est que, comme on l'a vu, la quantité de lait bu par les veaux est importante. On a 20 à 25% du lait produit
qui est bu par les veaux. Or, le lait est perdu. On a une composition du lait vendu qui varie fortement au cours de l'année, avec des taux butyreux protéiques, mais aussi de cellules qui vont augmenter très fortement en fin de saison. La santé des veaux est très bonne. On a juste quelques cas de problèmes de treillons abîmés chez des mères qui allaitent des veaux mâles jusqu'à 6 mois. Les veaux sont jugés sauvages par les animaliers au pâturage, mais par contre tout rentre dans l'ordre à l'âge adulte. L'utilisation de palettes anti-tête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, facilite grandement le sevrage puis la séparation. L'élevage des veaux mâles, on a fait nos calculs, n'est rentable que s'il y a de la vente directe. Alors il faut savoir qu'en plus cette viande est rosée, elle est très appréciée par les gens qui la consomment, mais il n'y a pas de circuit de vente actuellement pour ce type de veau si on essaye de les écouler dans des boucheries ou dans des circuits traditionnels, notamment parce qu'elle est rosée et parce qu'elle n'est pas connue des clients et qu'elle est souvent mal connue des bouchers aussi. Et enfin, la conduite des veaux avec leur mère est très largement plébiscitée par le personnel à la ferme expérimentale. Que retenir de tout ce que je viens de vous dire? D'abord, que plus les veaux restent avec leur mère, plus leur croissance avant sevrage est importante, parce qu'il y a peu ou pas de limite de volume de lait ingéré comparé à l'alimentation artificielle. Que laisser les veaux avec leur mère, ça a un impact sur la production laitière en salle de traite, une baisse importante de la quantité de lait vendu, une diminution significative du taux butyreux en général et une augmentation significative du taux protéique. Le stress lié à la séparation et au sevrage est important pour les veaux et les mères, et également pour les éleveurs, d'où la recherche de solutions pour le réduire. L'approche économique, dans notre cas, a été compliquée et la rentabilité économique va être fortement dépendante du contexte et du système qui est retenu. Globalement, mieux le lait est valorisé, moins c'est rentable pour l'éleveur de le donner à ses veaux. Nous, on est dans une région où il y a beaucoup de fabrication de Saint-Nectaire fermier et clairement, ce n'est pas un système qui est adopté par les éleveurs de la région. Enfin, c'est assez difficile de compiler suffisamment de données sur les aspects santé des veaux et des vaches et sur la reproduction, ainsi que sur le devenir des velles élevées par leur mère, d'un point de vue production future, comportement futur et autres. Donc on continue à travailler là-dessus, mais c'est assez difficile d'avoir des données. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a pas mal d'articles qui ont été publiés en français dans le congrès Rencontres Recherche Ruminant, qui se trouve très facilement sur Internet, qui est accessible et gratuit. Et puis il y a une synthèse qui a été faite il y a quelques années maintenant déjà, avec Caroline notamment, sur le devenir des jeunes ruminants laitiers, donc pas uniquement des veaux, on parle aussi des autres espèces, et qui est sur le site de INRAE Production Animale, qui là aussi est accessible et gratuit et en français. Voilà, merci de votre attention. S'il y a des questions. Merci Dominique. On a quelques questions dans la discussion. N'hésitez pas à en rajouter. Dominique a été un peu long, mais au pire, il y aura aussi l'occasion avec les présentations suivantes de sans doute répondre à certaines. Est-ce que la fréquence des maladies a été étudiée sur le lot au dalle ou sous la mer? Les maladies de veau, donc respi, coccidiose, crypto. Oui, on a regardé ça, on regarde ça chaque année, mais en fait, vu qu'on travaille avec des lots très petits, il suffit qu'il y ait un événement d'un côté dans un lot ou un événement dans l'autre pour que Oui. ça soit déséquilibré. Donc l'idée, c'est de compiler ça sur plusieurs années. Et au moins sur les 3 premières années de données très analytiques, on n'a pas de différence. Nous, on n'a pas observé de différence entre les deux types de lots et on a très peu de problèmes sanitaires, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, pour nous, ce n'est pas quelque chose qui permet de résoudre les problèmes sanitaires. Peut-être qu'un élevage qui aurait des problèmes sanitaires pourrait les résoudre, mais nous, ça ne nous a pas changé grand-chose. On a des questions, alors, deux axes, plutôt sur les aspects économiques. Une question, qu'est-ce qu'on entend par pénalisation au niveau du travail supplémentaire?
Je pense que c'était sur les veaux avec tétée restreinte. Bah, quand des veaux sont 24 heures ou 12 heures sur 24 avec leur mère, on n'a pas à s'en occuper. Quand on est en tétée restreinte, en général, les veaux sont dans un parc. C'est un peu le système des salaires traites pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que les veaux sont dans un parc. Au moment de la traite ou avant la traite, on ouvre ce parc, les veaux rejoignent leur mère, vont téter leur mère. On est obligé d'attendre. Après, il faut reséparer les veaux, les remettre dans leur parc et aller à la traite et faire la même chose le soir. Donc c'est un travail qui est quand même chronophage, beaucoup plus chronophage que que laisser les veaux 24 heures sur 24, ça c'est pas un problème. Nous on les sépare uniquement à la traite du soir, avant la traite du soir, et les veaux prennent très rapidement l'habitude de se séparer de leur mère le soir quand ils rentrent du pâturage parce qu'ils aiment bien être la nuit ensemble dans un petit parc. Mhm. Oui, c'est vrai que sinon, il faudrait avoir des systèmes automatisés, Alors après, etc. oui, Mais on peut il y a décider d'investir dans dans des certains systèmes pays, il y a des automatisés, gens hein. qui font ça, ouais, oui. Là, Je sais, j'en ai pas vu, mais je sais que ça se passe très bien ça aussi de laisser existe. des veaux avec leur mère au robot, par exemple. Mm. Il y a des gens qui le font et ça ne pose pas de problème majeur. Après, on a des questions sur le sevrage. Est-ce qu'il y a des pratiques particulières après le sevrage pour favoriser justement les relations homme-animal qui, avant le sevrage, sont un peu compliquées? C'est vrai que nous, vu qu'on est au pâturage essentiellement quand les veaux sont avec les mères, les veaux ont beaucoup, beaucoup moins l'habitude de voir l'homme qu'habituellement, où on leur apporte à manger. Encore qu'en plus, nous, on est en ferme expérimentale où on les pèse au moins une fois par mois. Mais Mm. sinon, il y a très peu de manipulation et les veaux sont sauvages. Après, dès qu'ils rentrent, ils sont séparés des mères, ils restent au pâturage, mais après, dès qu'ils rentrent en stabulation à l'automne, ils recommencent à voir l'homme qui vient régulièrement leur apporter à manger, curer leur parc et autres. Et ils se sociabilisent avec l'homme assez rapidement. Et maintenant, on a un certain recul, puisqu'on a commencé ça depuis plus d'une dizaine d'années. On a des vaches qui ne sont pas du tout plus sauvages que même les génisses. Au début, les animaliers craignaient beaucoup lors des premières traites Mhm. des primipares. Elles ne sont pas du tout sauvages en salle de traite, rien du tout. Mais le premier été, enfin oui, ça surprend beaucoup. Surtout qu'on manipule les animaux avec des chiens, nous. Donc, ouais, les petits veaux ont très peu l'habitude d'être approchés Tact. par l'homme. Mm. Dans le cadre des études de comportement, on applique le protocole Welfare Quality qu'on a adapté aux veaux. Euh, c'est vrai qu'on les approche pas facilement. Donc simplement par habitude progressive après le sevrage, ils se Ah oui, familiarisent avec l'homme, quoi. Il n'y a je pas pense de il pratique faut, non, spécifique. nous on n'a rien mis en place de Ok. spécifique. Et enfin, une dernière question, est-ce que vous planifiez de tester d'autres méthodes de sevrage que la palette anti-tété au pâturage? Euh, non, non. Si on reprend des essais à l'intérieur, je pense qu'on essaiera de mettre un parc de veaux sevrés, de velles sevrées juste à côté du parc des vaches, des mères, là où ils pourront se toucher et se voir à travers des barrières. Mais sinon, non, pour le sevrage, pour dissocier séparation et sevrage, on n'a rien trouvé d'autre pour l'instant. Mhm. Et la palette, c'est quelque chose qu'on peut garder uniquement une semaine à 10 jours. Au-delà, les veaux trouvent des pratiques pour arriver à téter quand même. Et même, ça peut être irritant pour les naseaux. Ouais, très bien, merci. Voilà, j'arrête On mon va partage. passer la main Ah à bon, Steren alors pour enchaîner sur sa présentation. Ok, bonjour à tous. Oui, je vais partager tout de suite ma présentation.
Normalement, vous devez la voir. C'est parfait. Alors, merci déjà pour l'invitation pour présenter mes résultats de mon projet qui porte sur l'évaluation des coûts et bénéfices des pratiques de bien-être animal, donc lancé par le Lit Ouesterel en janvier 2025. Donc là, ça fait un peu plus d'un an et c'est un projet qui se terminera a priori plutôt en août 2026. Donc, je vais vous présenter rapidement le contexte du projet et pourquoi on est parti sur une méthode avec des enquêtes. La présentation du panel des éleveurs que j'ai enquêtés, les premiers résultats avant de conclure. Donc, juste pour bien que vous compreniez dans quel cadre j'ai étudié la pratique vache nourrice, c'est un projet qui est multi-espèces et qui visait au départ à répondre donc, au questionnement des éleveurs sur la rentabilité du bien-être animal. Donc, au Lit Ouesterel, on travaille sur ce qu'on appelle des plans de progrès pour améliorer le niveau global du bien-être animal dans les élevages, mais on a souvent une réaction des éleveurs qui est de dire bah, on sait ce que ça peut coûter, entre guillemets, de mettre en place des pratiques de bien-être animal, mais on a parfois du mal à savoir qu'est-ce que ça peut rapporter en termes de bénéfices, et ce, quelle que soit leur nature monétaire et non monétaire. Et donc l'objectif du projet, il est d'abord méthodologique, de venir créer une méthode, une approche, trouver une approche pour chiffrer tous ces coûts et tous ces bénéfices, pour venir aussi compléter les outils multicritères qui ont été développés au sein du LIT par les instituts techniques comme l'IDEL. Et donc, comme je disais, on a choisi une pratique de bien-être animal pour les 3 espèces qu'on suit au LIT, et en l'occurrence pour les bovins, du coup, la pratique vache nourrice. Donc, on s'est dit que ça serait intéressant d'aller voir une dizaine d'éleveurs qui ont des vaches nourrices pour leurs veaux laitiers et de les questionner sur à la fois quelles sont leurs modalités de mise en place de la pratique, quelle place elle peut prendre dans l'ensemble de leur exploitation et surtout quels sont les coûts-bénéfices et qu'ils en perçoivent. Avec l'idée aussi donc de faire un chiffrage principalement à dire d'éleveurs. On n'est pas sur une étude expérimentale comme vous a présenté à l'instant Dominique Poumiès, on est sur des estimations, c'est important de tenir compte, qui vont être ensuite validées et précisées dans la suite du projet, donc d'ici juillet 2026, avec des documents comptables et des données relevées par les éleveurs. J'ai interrogé les éleveurs sur 2 parties différentes. Premièrement, les coûts et bénéfices purement monétaires, avec les impacts sur les bâtiments, les achats d'intrants, le temps de travail, les résultats zootechniques et les résultats économiques. Et puis, donc, avec comme je disais, des estimations en base d'éleveurs, en les guidant et en leur demandant de se positionner dans des intervalles de valeur construits à partir de la littérature, de témoignages d'experts et de retours terrain. Et une deuxième partie concernant plutôt les coûts et bénéfices non monétaires. Donc, Dominique l'a bien dit, c'est des aspects qui sont souvent négligés ou en tout cas non pris en compte dans la prise de décision parce que très compliqué à chiffrer. Et donc, c'était l'idée aussi à travers ce projet d'essayer de chiffrer un petit peu des coûts et bénéfices intangibles, comme une meilleure qualité de vie au travail notamment. Et donc, on est sur une évaluation qualitative, mais aussi quantitative avec des radars qu'on essaye ensuite de traduire en ce qu'on a appelé les euros intangibles. Donc, on a par exemple le radar qualité de vie au travail, qui est un outil qu'on a développé au Lit Ouesterel et qui permet d'évaluer l'impact d'une pratique de bien-être animal donnée sur la qualité de vie au travail. Donc, il y a différents axes. Donc, il y a l'axe physique, par exemple, en rose clair, l'axe environnement de travail en bleu, l'axe mental en vert et l'axe sociétal en rose, avec différents critères. Et on demande à l'éleveur de noter les impacts entre -3 et +3. Donc, -3 à -1 s'il y a eu une dégradation, +1 à +3 s'il y a eu une amélioration pour ces différents critères. Et ensuite, donc, dans un deuxième temps, le but ici dans ce projet, ça a été d'attribuer aussi une valeur intangible à cette qualité de vie au travail. Donc, effectivement, en demandant à l'éleveur déjà de remplir le radar pour voir les impacts de la pratique vache nourrice, de faire une pondération aussi personnelle selon les axes en fonction de ce qui est le plus important pour lui. Et ça permet de calculer une note globale associée au radar qu'on a ensuite essayé de convertir en euros
via ce qu'on appelle les méthodes de préférence déclarée. Donc, j'y reviendrai plus tard dans les résultats et je serai ouverte, bien sûr, s'il y a des questions. Le but, c'était de voir quelle valeur intangible il attribue à une meilleure qualité de vie au travail. Et donc, on est passé par cette approche-là. Donc ça, je l'ai testé pour une partie de mes éleveurs uniquement. Et il y a un deuxième bénéfice immatériel qu'on a voulu approcher, donc c'est ce qu'on appelle la valeur immatérielle. Donc la ferme, elle a une valeur sur le marché qui dépend de plusieurs choses. Il y a la valeur patrimoniale, donc avec l'ensemble de ses actifs, notamment ses bâtiments, son cheptel et son foncier. Tout ce qui touche à la valeur économique avec sa rentabilité potentielle notamment, et la valeur du marché avec des choses autour de son intégration dans l'écosystème territorial. Et il y a toute une partie qui est souvent non prise en compte, qu'on appelle la valeur immatérielle, donc qui sont tous les éléments qui ne vont pas apparaître dans le bilan comptable d'une ferme, mais qui vont lui apporter de la valeur, notamment lors de sa cession. Donc, on retrouve différents capitaux qui ont été définis par des experts de la valeur immatérielle de l'entreprise. On sait que pour une entreprise du secteur secondaire ou tertiaire, cette valeur immatérielle, elle peut représenter jusqu'à 2/3 de la valeur de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu l'image de l'iceberg, où il y a toute une partie qui est non visible, mais qui est quand même assez importante. Et pour les exploitations agricoles, on n'a pas de retour encore de savoir à quel point la valeur immatérielle est importante dans l'ensemble de la valeur qu'a l'exploitation. Mais ici, elle a été fixée à 50% d'après les travaux du cabinet foncier Optime, qui ont développé justement les critères de valeur immatérielle pour les exploitations agricoles. Et ça a donné lieu là aussi donc à un radar pour évaluer l'impact de la pratique de bien-être animal sur la valeur immatérielle de l'exploitation, avec pareil une même approche où on fait remplir le radar à l'éleveur, on fait une pondération aussi selon différents capitaux qui sont le capital production en bleu, le capital stratégie en vert, le capital aval en jaune, le capital sociétal en rose et le capital humain en beige. Et ensuite, on convertit ça en une note d'impact du bien-être animal et même en survaleur ensuite pour la cession de l'exploitation. J'y reviendrai au moment des résultats. Je vais passer à une partie peut-être un peu plus simple et concrète pour vous, donc avec la présentation des éleveurs que je suis allée enquêter. Donc j'en ai vu 11. Dans toute la suite de la présentation, les chiffres que je vous donne, c'est des médianes pour essayer de limiter l'effet des valeurs extrêmes, puisque je suis sur un petit échantillon d'éleveurs enquêtés et il y avait des fois des réponses qui étaient assez différentes, puisqu'on restait encore une fois sur des dires d'éleveurs. On était sur des éleveurs donc, qui étaient installés depuis 12 ans. Le seul critère en fait de recrutement que nous on avait au départ, c'était que voilà, ils aient un certain recul à la fois de leur activité agricole et de la pratique. Et ensuite, on n'avait pas vraiment de critères sur la taille de l'exploitation. Et du coup, on a eu une assez grande diversité avec des exploitations de taille moyenne à grande, mais on avait aussi une petite exploitation, par exemple, qui n'avait que 32 vaches laitières. On arrive à une taille médiane de 110 vaches laitières et une productivité de 5000 litres par vache laitière et par an. Et on avait aussi une diversité de systèmes et de labellisation, puisqu'on avait quasiment autant d'éleveurs en système agriculture biologique que de conventionnels, et une petite partie aussi en AOP. Au niveau de la pratique vache nourrice, ils avaient mis en place la pratique depuis 8 ans pour la médiane, donc entre 4 ans et 21 ans de recul. Et ils estimaient plutôt bien la maîtriser, puisque je leur demandais de mettre une note entre 1 et 10 pour leur maîtrise, et ils l'ont fixée à 80%, donc entre 50 et 90% de maîtrise. La majorité des éleveurs, ils avaient à la fois leur génisse de renouvellement et les veaux vendus pour la viande sous nourrice. Et puis, il y avait des éleveurs qui choisissaient de faire soit l'un, soit l'autre. Différentes races pour ce qui concerne les vaches nourrices. Et j'ai vu qu'il y avait la question tout à l'heure aussi de l'intérêt de faire des veaux croisés. Actuellement, où ils sont très bien payés, bah, ça se recoupe dans mon enquête où on voyait qu'il y avait beaucoup d'éleveurs qui essayaient de faire des veaux croisés, viande qui soient mieux valorisés en étant élevés sous nourrice. Donc ensuite, je vais
passer rapidement sur la conduite parce que vous la connaissez, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait donc diversité déjà des modes de vélage, où on avait, pareil, autant de vélages groupés de printemps que de vélages étalés. Donc c'était intéressant de voir si ça avait un impact sur la conduite des éleveurs et donc sur les coûts et bénéfices qu'ils percevaient autour de la pratique. Au niveau des choix des nourrices, c'est ce qu'on voit dans la littérature. On avait surtout des éleveurs qui sélectionnaient sur les critères de vaches à problème ou proches de la réforme. Mais il y en avait aussi certains qui pouvaient sélectionner plutôt sur des critères maternels. Il y avait une médiane de 7 vaches nourrices sur l'exploitation pour 17 veaux, ce qui donnait un ratio de 2,5 veaux par vache. Et donc, c'est à peu près cohérent par rapport à ce qu'on peut en lire sur le sujet. Et au niveau de l'adoption, donc la plupart faisaient de l'adoption dans des cases collectives, mais on pouvait aussi avoir des éleveurs qui utilisaient plutôt des cases individuelles ou des parcs semi-ouverts au pâturage, avec une adoption qui durait entre 24 heures à une semaine et un taux d'échec relativement faible. Une fois l'adoption réussie, donc on avait vraiment deux systèmes différents. Il y avait ceux qui choisissaient de garder les veaux et les vaches nourrices dans une case collective au bâtiment et ceux qui choisissaient plutôt de les sortir au pâturage en groupe. Il y avait aussi un éleveur qui faisait changer de système selon la saison ou même des fois selon les années. Majoritairement, les veaux restaient jusqu'au sevrage. Par exemple, pour les velles de renouvellement, elles étaient sevrées à 7,5 mois, entre 3 et 10 mois, en termes d'écart dans l'échantillon. Et elles pouvaient rester aussi jusqu'à la rentrée en bâtiment ou le tarissement de la nourrice. De même pour les veaux qui étaient gardés pour la viande, ils étaient sevrés autour de 7 mois. Et on avait aussi des veaux qui étaient vendus à 3 semaines, et donc il ne restait que 3 semaines à 1,5 mois sous nourrice. Et en parallèle de l'allaitement aussi, il y avait des éleveurs qui donnaient des concentrés et puis d'autres qui n'en donnaient pas. Donc tout ça, forcément, ça a des impacts ensuite sur l'analyse qu'on peut faire des coûts et bénéfices. Enfin, pour le sevrage, on avait surtout un sevrage qui était plutôt rapide. Donc sur une journée où on va séparer les veaux des vaches nourrices et éviter le contact visuel et auditif. Et les nourrices, elles pouvaient ensuite être réformées, donc ça c'était la majorité des cas, mais aussi retourner dans le troupeau laitier lorsqu'elles n'avaient pas des grosses problématiques ou qu'elles avaient été sélectionnées sur des critères maternels. Et elles pouvaient également réadopter plusieurs lots de veaux à la suite. Donc si on passe sur la partie évaluation de la rentabilité qui ressort de mes enquêtes, donc on avait des éleveurs qui étaient plutôt satisfaits, puisque là aussi ils ont mis une note de 8,3 sur 10, donc entre 70 et 95% de satisfaction, et une pratique évaluée comme rentable à 82%. Je mets bien rentable avec des guillemets parce qu'ils étaient libres d'exprimer quels pouvaient être les arguments pour justifier cette rentabilité. Et il y en avait plusieurs. Il y avait un premier groupe que j'ai appelé les éleveurs techniques, qui ont mis en avant plutôt des coûts et bénéfices purement monétaires. Donc, par exemple, la réduction du coût de la phase lactée, la meilleure croissance des veaux ou la saturation de l'outil de traite avec des animaux productifs uniquement. Il y avait un deuxième groupe qui était les éleveurs que j'ai appelés les éleveurs flexibles, qui, eux, étaient davantage touchés par tout ce qui tourne autour du travail et réduction de la pénibilité. Et enfin, il y avait un dernier groupe que j'ai appelé les éleveurs animaliers, qui mettaient en avant le fait que c'est une pratique qui est dite un peu naturelle, avec une maximisation du pâturage, donc une attribution d'une valeur économique à l'herbe et une meilleure santé, la meilleure santé des veaux. Donc, différents profils pour justifier la rentabilité, mais on va le voir, des coûts-bénéfices qui ressortent, qui sont globalement les mêmes pour tous les éleveurs. Donc on peut les prendre poste par poste. Donc le premier poste, c'était les bâtiments. Donc ici, comme l'a dit Dominique, a priori, il n'y a pas de vraiment de changement. Il y a pas tous les éleveurs n'avaient pas fait d'investissement dans leurs bâtiments. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même le besoin en place. Donc certains essaient d'utiliser des cases de vélage quand elles étaient disponibles ou même créer des cases temporaires avec des ballerons de paille. Et au-delà de ça, ils ont été plusieurs à évoquer l'idée de faire des cases inspirées des élevages allaitants, avec notamment, par exemple, du tubulaire pour faciliter l'adoption, ou des barrières à taille de veau pour créer des zones spécifiques où les veaux peuvent se coucher, et être séparés des vaches nourrices.
Au niveau des intrants, donc, le premier poste qu'on a regardé, c'est l'alimentation. Donc, on a le lait qui n'est pas trait, du coup, parce que les nourrices le donnent aux veaux. Bah, on pourrait on en pouvait en parler aux éleveurs comme plutôt un revenu en moins au niveau de la traite. Mais on s'est rendu compte que c'est pas quelque chose qui leur parlait. Pour eux, ils perdent pas ce lait-là, puisqu'ils de toute façon, ils ne seraient pas allés au tank. Donc, ils le voient pas comme un manque à gagner. Par contre, ils le prennent en compte, pardon, effectivement, dans le coût de la ration. C'est une quantité de lait qui peut être moins contrôlable que si l'éleveur le donnait lui-même au lait entier dans une nurserie. Donc, ils ont estimé que les veaux boiraient autour de 8 par jour. Mais là aussi, il y avait de la variabilité entre les éleveurs, donc certains plutôt autour de 4 litres et certains plutôt autour de 16 litres. Et donc, effectivement, aussi, selon le choix qui est fait de l'éleveur en termes de ratio de veaux par vache nourrice, il peut estimer qu'il aurait pu nourrir davantage de veaux en nurserie au lait entier qu'en mettant sous nourrice. Inversement, il retrouve d'autres bénéfices à la pratique vache nourrice qu'ils n'ont pas en nurserie classique, notamment, comme on le verra, le temps de travail. Et c'est un coût qu'ils ont donc estimé autour de 115 € par veau par mois, donc en fonction de la durée d'allaitement et aussi du coût du lait. Donc, qui serait a priori légèrement supérieur aussi au coût de s'ils avaient élevé les veaux à la poudre de lait, mais avec des prix qui varient fortement selon chaque année. Et en parallèle, il faut aussi voir le gain qui est possible sur la quantité de concentré, puisque les éleveurs mettaient en avant que ils avaient tendance à donner moins de concentré du coup aux veaux sous nourrice par rapport à ceux en nurserie traditionnelle. Il y a même ceux qui étaient au pâturage qui n'en donnaient pas du tout. Et pour ceux qui étaient donc en nurserie, en bâtiment et qui donnaient du concentré, ils voyaient bien que les veaux, effectivement, avaient moins tendance à manger ces concentrés-là. Et ça allait aussi en soi dans leur réflexion de réduire ces coûts-là et d'avoir davantage d'autonomie alimentaire. Et donc, si j'ai demandé aussi aux éleveurs s'ils connaissaient leurs coûts alimentaires, donc génisses, naissance, village. Donc, il y avait 5 éleveurs qui avaient des génisses sous nourrice qui m'ont donné leurs chiffres. Et donc, on est arrivé à une médiane de 255 €, ce qui était à peu près plutôt cohérent avec l'étude qui avait été menée par Berthaud en 2022 pour le littoral normand, où ils avaient donc calculé des coûts alimentaires naissance-village avec 3 approches. Donc l'approche numéro 1, c'est celle qu'on a prise ici, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte le lait, mais de prendre en compte uniquement que les concentrés, le pâturage et le fourrage, donc avec un coût qui avait été estimé pour eux à 266 €, comparé à 502 € pour une génisse élevée en nurserie traditionnelle. Par contre, on voit bien que si on prend le lait dans l'équation, là, ça devient moins intéressant pour l'éleveur, avec un coût qui avait été chiffré dans cette étude à 793 €. Le deuxième poste qu'on a regardé, c'était les coûts vétérinaires. Donc, d'un point de vue qualitatif, donc les éleveurs mettaient bien en avant qu'ils avaient une santé qui leur paraissait améliorée au niveau de leurs veaux, avec moins de problématiques de diarrhée, moins de parasitisme, moins de problèmes pulmonaires, et avec un taux de mortalité faible. Donc, ils ont estimé les coûts vétérinaires autour de 3 € par veau et par mois, mais on avait des variations là aussi entre les éleveurs, parce qu'il y a aussi des problématiques qui peuvent survenir, et il y a, même si ça réduit globalement par exemple les problématiques de diarrhée, l'éleveur peut continuer à faire du préventif, et s'il a des diarrhées, il doit quand même pouvoir les traiter, donc ça peut changer les coûts vétérinaires d'une année sur l'autre et d'un lot à l'autre. Il y a aussi d'autres problématiques qui peuvent apparaître, comme par exemple un éleveur qui nous a parlé de voile blanc sur les yeux de ses veaux au pâturage, qui serait relié pour lui à la présence de lait sur la tête du veau et qui attirerait les mouches. Il y en a un autre qui a parlé par exemple d'infection au niveau de l'écornage avec des plaies qui peuvent se réouvrir au contact de la mamelle de la vache. Et puis il y avait une problématique aussi qui revenait qui était la paratuberculose latente, qui peut être vraiment problématique dans le cas de cette pratique et faire arrêter la pratique vache nourrice par les éleveurs s'ils découvrent qu'ils ont de la paratuberculose dans leur troupeau. Et ce que je voulais mettre aussi en avant, c'est qu'au-delà de l'effet de la pratique sur la santé des veaux, les éleveurs mettaient beaucoup en avant la gestion en fait de la santé du veau avant la mise sous nourrice,
avec notamment la prise de colostrum qui était importante. Donc la plupart laissaient au minimum 24 à 48 heures le veau sous la mer, bien sûr, avant de faire l'adoption. Mais au-delà de ça, il y en avait aussi qui préconisaient de donner des seringues de colostrum en plus pour être sûr que le démarrage du veau soit bien. Au niveau coût de litière, on n'a pas réussi vraiment à trancher encore pour l'instant à l'issue de ces enquêtes si c'était plutôt une augmentation ou une diminution, parce que là aussi, il y a un effet du système. Dans le cas d'un système pâturant, on serait plutôt sur une réduction du coût de litière, puisque les animaux restent moins longtemps en bâtiment. Mais par contre, dans un système où les veaux restent en bâtiment, il n'y aurait pas forcément de gain, voire même une consommation supérieure due à la présence d'adultes en plus des veaux. Donc, il a été chiffré, ce coût ici, à 7 € par veau par mois, mais je manque de référence pour savoir si c'est plutôt un gain ou plutôt un coût en plus. Et il y avait des grosses variabilités entre de paillage, des éleveurs qui ont dit donner 2 kilos, par exemple, de paille par jour aux veaux, alors que d'autres ont parlé de 10 kilos, ce qui paraissait extrêmement important. Et ça sera des chiffres, avec les coûts vétérinaires notamment, qui seront recreusés dans la suite du projet jusqu'à août 2026. Si on passe sur la partie temps de travail, donc là, c'est ce qu'a déjà pu dire, ce qui ont déjà pu être dit dans d'autres études, c'est qu'il y a quand même un gain de temps de travail. Une fois l'adoption passée, l'éleveur n'a plus grand-chose à faire à part surveiller les veaux. Donc c'est vraiment le démarrage qui est compliqué, entre guillemets, et puis ensuite, il y a beaucoup moins d'astreintes au niveau de la nurserie. Donc, ils ont estimé qu'ils gagnaient 45 minutes par jour du fait sur la nurserie. Et là aussi, on avait une variabilité, puisqu'il y en a certains qui ont dit gagner 30 minutes et d'autres 5 heures. Donc, a priori, il y aurait vraiment une importance selon comment l'éleveur gérait avant sa nurserie et est-ce qu'il avait des vraies problématiques au niveau de sa nurserie ou est-ce que finalement, il n'en avait pas beaucoup et donc le gain est plus ou moins important en fonction de ça. Et ramener au mois, là aussi, les éleveurs estimaient passer autour de 45 minutes pour chaque veau. Et donc, si on prend une référence de l'IDEL qui était autour de 1h30, on voit effectivement qu'il y aurait un gain de temps de travail pour l'éleveur. Un des derniers aspects qui est abordé, c'était donc la croissance des veaux. Donc là aussi, les éleveurs estimaient que leur GMQ était plutôt bon et meilleur que lorsqu'ils étaient en nurserie. Et donc, cette meilleure croissance permet aussi une meilleure valorisation à la vente des veaux. Donc, ici, j'ai pris l'exemple des veaux de 3 semaines qui pouvaient peser entre 50 à 90 kg selon le type. Et les éleveurs estimaient gagner ainsi 50 à 80 € de plus-value par veau. Donc, avec notamment des veaux croisés qui étaient mieux valorisés et qui étaient ainsi payés plus cher. Il y avait aussi des veaux comme je l'ai dit, des éleveurs pardon, qui gardaient leurs veaux pour en faire ensuite des taurillons, des broutards, des jeunes bovins d'1 an ou des bœufs. Donc là, ici, je ne présente pas ces résultats, mais il y avait un peu toute cette diversité, sachant que forcément, donc, les bénéfices, là aussi, dépendent de comment l'éleveur va gérer après le sevrage. Et là aussi, quelle était sa situation au départ en termes de nurserie et ses croissances au départ, qui peut être avec un écart du coup forcément qui est plus ou moins visible. Pour les génisses, il y a davantage de questionnements et on n'a pas forcément répondu à tous nos questionnements. Il y a l'idée que effectivement les animaux vont être potentiellement du coup plus précoces au village, mais ça dépend ça dépend des choix des éleveurs. Et il faut faire attention inversement aussi à cette précocité, puisque des éleveurs ont dit qu'ils avaient pu se faire avoir avec des génisses qui vêlent beaucoup trop tôt, parce qu'ils avaient laissé les mâles avec les femelles, et donc ils connaissaient par exemple quelqu'un qui avait eu une génisse qui avait vêlé à 14 mois. Et concernant l'impact sur la première lactation, là aussi, donc les éleveurs ont dit qu'a priori, ils ne voyaient pas forcément d'impact. Certains s'inquiétaient du fait que la mamelle soit trop grasse et que du coup, la première lactation de ces primipare soit un peu impactée. A priori, ça ne serait pas le cas. Il y a même un éleveur qui a plutôt mis en avant lui, une augmentation de la production de ces génisses qui avaient été sous nourrice. Mais ça serait à confirmer et on manque de chiffres encore sur ce sujet. Enfin, le dernier coût qui a été mis en avant par les éleveurs, c'est la perte d'état des nourrices, qui est assez importante, autour de 40 kg
d'après les éleveurs, et qui dépend aussi de la race de la vache, avec des Primolstein qui perdent beaucoup plus, a priori, que des Jersiaises ou des Montbéliardes. Et donc, face à cette perte d'état, il y a plusieurs réactions des éleveurs. Donc, quand les vaches ne perdent pas beaucoup d'état, les éleveurs ont tendance à les vendre, parce que si elles étaient proches de la réforme, sans les réengraisser. Mais lorsqu'elles perdent de l'état, bah, les éleveurs peuvent être confrontés au choix de les vendre en tant que telles quelles, mais du coup à bas coût, elles sont très peu lourdes, ou essayer de les réengraisser pour mieux les réformer. Donc avec un coût forcément de réengraissement à prendre en compte, et qui est donc en partie couvert par la meilleure réforme. Donc d'après les éleveurs, ça vaut le coup en général de prendre le temps, même si ça peut prendre du temps, de les réengraisser pour mieux les réformer. Et dans le cas où on est sur des nourrices qui retournent ensuite en lactation, plusieurs éleveurs mettaient en avant que ça allait être des vaches qui allaient être en retard sur leur retour en chaleur, avec souvent un mois de retard par rapport aux autres. Et donc des IA ratées, au moins une IA ratée, et lorsqu'elle est au taureau, des fois des difficultés de gestation par le taureau. Et donc ça, c'est un coût qui est difficilement chiffrable, mais qui serait là aussi à creuser et à prendre en compte. Donc si je fais un bilan de ce qui est ressorti dans mes enquêtes sur la partie coût et bénéfices monétaires, on a priori plus de bénéfices que de coûts, mais il y a encore certains postes qui sont un petit peu incertains. Je pense à la lactation des génisses ou aux frais de litière, par exemple. Et tout cela dépend des choix des éleveurs et de leur situation initiale quand ils étaient sans nourrice. Je vais maintenant passer à la partie coûts et bénéfices non monétaires. Donc, le premier coût intangible, entre guillemets, qui a été mis en avant par les éleveurs, c'est la perte de contrôle sur les veaux et notamment leur comportement. Donc, Dominique l'a dit, c'est des veaux qui peuvent devenir plus sauvages. Et la surveillance n'est pas du tout la même entre un système bâtiment et un système pâturage, et si l'éleveur donne des concentrés ou non, et du coup, l'animal va associer l'homme à la nourriture. Donc, les éleveurs disaient bien qu'il faut faire attention de ne pas trop laisser les animaux livrés à eux-mêmes, avec le risque sinon d'avoir des animaux qui sont plus sauvages, moins approchables par l'homme, qui ont moins l'esprit de groupe, comme ils le disent, et ça peut poser problème aussi dans le cadre de génisses qui vont être un petit peu nerveuses du coup dans le troupeau laitier, même si Dominique l'a dit, il le disait aussi les éleveurs, que c'est un comportement qui finit par se régler dans le cadre des génisses qui retournent dans le troupeau. En revanche, il y a beaucoup de bénéfices intangibles à cette pratique. Donc, le premier, c'était par exemple une des questions des coopératives avant ce projet, c'était est-ce que les animaux n'allaient pas continuer à se téter entre eux? Et d'après les éleveurs, il y a plutôt une diminution de ce risque, puisque leurs besoins sont davantage remplis. Donc, ils voyaient beaucoup moins des génisses continuer à se téter entre elles sous les vaches nourrices, et pareil pour les vaches entre elles. C'est aussi une pratique, comme on l'a dit, qui est satisfaisante pour les éleveurs, qui permet de donner notamment une dernière mission à ces nourrices qui sinon auraient été réformées directement. Donc ça leur rajoute au moins une lactation, voire 2 à 4 ans de plus. Et c'est aussi une pratique qui est jugée attractive pour les salariés. Ils ont mis une note de 8 sur 10 de l'activité, puisqu'ils disent que personne ne veut gérer la nurserie. Donc c'est vraiment un atout de se libérer de cette astreinte. Au niveau justement qualité du travail, donc je leur ai fait remplir, comme je disais, le radar. On voit que tous les critères de la qualité du travail sont a priori améliorés. On a juste une note pour la sécurité au travail qui est de 0. Donc c'est une note médiane là aussi sur les 11 éleveurs. En fait, c'est lié parce qu'il y a des notes qui ont été notées, il y a eu des notes négatives pour ce critère sécurité au travail en lien avec l'adoption et le déplacement des animaux. Donc j'ai mis notamment 2 verbatims où il y a des éleveurs qui disaient par exemple que lorsqu'ils doivent faire déplacer les animaux au fil au pâturage, des fois ça peut être un petit peu dangereux parce que forcément du coup les animaux sont un petit peu plus sauvages comme on le disait. Au niveau de l'adoption, il y a le risque de se prendre un coup de patte si on vient mettre le veau par exemple sous une vache. Donc il faut faire attention à ça et c'est ce critère-là qui a été le plus dégradé au niveau de la qualité de travail. Pour le reste, c'est une pratique qui est très intéressante parce que, comme on l'a dit, ça apporte plus de flexibilité à l'éleveur. Il n'a plus la nurserie à gérer avec plein de bidons de lait à porter et à charrier.
Ça lui permet aussi comme ils disent, de limiter ce qu'ils appellent les coups de bambou, c'est-à-dire d'arriver un matin et d'avoir plein de veaux à gérer d'un coup. Forcément, avec les nourrices, c'est plus facile, hormis de l'adoption, bien sûr, qui reste un petit peu un travail nécessaire et un peu chronophage au départ. Ça permet de limiter un petit peu le travail au quotidien. Et c'est aussi une pratique qui est bien vue par la société, comme on le disait, avec des veaux notamment en groupe, avec des mères et notamment dehors. Donc, on a testé, comme je disais, sur 4 éleveurs aussi d'aller un petit peu plus loin que ces radars et de leur demander quelle note ils attribueraient, quelle valeur ils attribueraient plutôt à la qualité du travail. Donc, on obtient, en l'occurrence, ici pour ces 4 éleveurs, une médiane de 45 € par semaine de gains implicites associés à cette qualité de travail, ce qui représenterait autour de 2 300 € par an. Donc, on manque de recul par rapport à ces méthodes, mais en tout cas, c'est une approche qui a été testée ici pour chiffrer un petit peu le gain associé à la qualité du travail. Et de même, donc, il y a le deuxième radar qui est la valeur immatérielle, où là, on est plutôt sur des impacts plus larges au niveau de l'exploitation et souvent moins visibles par les éleveurs. Donc, c'est intéressant de leur faire remplir ce type de radar pour qu'ils voient des impacts plus systémiques de la pratique vache nourrice. En l'occurrence, il y a des impacts sur le capital stratégique en vert et le capital notamment humain en beige. Je vais prendre des exemples. Donc, il y a par exemple la cohérence du système, où les éleveurs mettaient en avant que ça rend leur système plus cohérent parce que ça leur permet par exemple de valoriser des pâtures qui seraient non accessibles aux laitières ou, comme on l'a dit, de saturer leur outil de traite. C'est aussi une pratique qui, par contre, a des impacts sur le besoin en compétences et en savoir-faire, qui est moins délégable à n'importe qui. Il faut avoir un certain recul, on va dire, sur la pratique et une certaine expérience sur quelles sont les vaches les plus maternelles, par exemple, comment il faut faire l'adoption et repérer tout de suite une problématique au moment de l'allaitement et de la surveillance des veaux. Et donc là aussi, on a essayé d'aller un peu plus loin que ce radar. Et avec la méthode que je vous ai présentée au tout début, on arrive à une survaleur moyenne de 6% associée à la pratique et au radar. Donc par exemple, pour une ferme qui vaudrait 500 000 €, elle pourrait espérer la vendre un petit peu plus cher en mettant non seulement en avant ses valeurs patrimoniales et économiques, mais aussi sa valeur immatérielle. Donc pour l'anecdote, j'ai pu discuter avec un éleveur qui allait vendre sa ferme là en février et qui donc allait apprendre aux repreneurs comment faire la pratique vache nourrice. Et c'était quelque chose qui intéressait les repreneurs au moment de la reprise de la ferme, de reprendre non seulement les bâtiments, mais aussi les pratiques de l'éleveur cédant. Donc là aussi, si on fait un bilan sur la partie coûts et bénéfices non monétaires, on a a priori plus de bénéfices que de coûts, même si voilà, cette partie-là immatérielle, c'est quelque chose de nouveau. Donc on a un manque de recul et on a essayé de faire des méthodes pour chiffrer tout ça, mais c'est forcément innovant et on a peu de recul là-dessus. Donc ça serait intéressant d'en discuter davantage aussi dans la suite du projet avec les éleveurs. Donc voilà, pour conclure sur ma partie, on a vu qu'il y avait plusieurs modalités, mais que les coûts-bénéfices perçus étaient similaires et qu'on avait plutôt un ratio entre coûts-bénéfices positif. Malgré tout, il faut prendre en compte du coup la situation initiale de l'éleveur, comment il gérait sa nurserie et il y a forcément on reste là ici sur des tendances et sur des estimations à dire d'éleveurs avec un chiffrage qui reste complexe. Et pour faire la transition avec la dernière présentation qui va vous être faite par Caroline, on a peut-être l'idée aussi d'aller récupérer effectivement des données comptables et des factures. Et donc ça va être aussi un petit peu en lien avec l'approche que va vous présenter tout de suite Caroline, pardon, pour sa présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous remercie de votre attention et je remercie aussi mes partenaires pour ce projet. J'en ai vu certaines connectées, a priori en ligne, donc je les remercie pour leur soutien. Merci beaucoup, Stérène. Très intéressant. On va passer très vite sur les questions. Oui, Pour désolée. enchaîner avec Caroline, mais pas de souci, c'était très intéressant. On a juste, je l'évoque là, et puis on verra si on a le temps de répondre aux autres questions plus tard. Une réponse par rapport au voile blanc sur les yeux, qui est assez curieux.
visiblement à la ferme expérimentale de Thunen Institute en Allemagne. C'était visiblement lié à une carence en vitamine A. Ok. Voilà. Ça, c'est un éleveur qui m'en a parlé, et lui, c'était l'hypothèse qu'il faisait, que c'était la présence des mouches. Oui, Après, on c'est sûr imagine qu'il y que a c'est son peut-être plusieurs hypothèse. choses qui peuvent expliquer, Mm. effectivement. Merci beaucoup. On va enchaîner. Désolée pour les questions en attente. On va laisser la main à Caroline. Je partage mon écran. Donc, je pense que c'est bon, vous voyez mon écran? Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je travaille au FIBEL France, Institut de recherche en agriculture biologique. On est basé dans le sud de la France, dans la Drôme. Et j'ai fait une étude, comme a déjà commencé à dire Steren, sur les données économiques. Moi, je me suis vraiment focalisée sur cette partie-là. Donc, de 5 fermes qui avaient chacun leur propre type de système d'élevage des veaux laitiers sous la mer ou sous nourrice. J'ai commencé cette étude en 2023 où on a fait 15 enquêtes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'objectif, en fait, c'était de mettre en avant les différents types d'élevage qui existaient dans la région. Donc, on a classifié 3 types différents. Donc, sous les vaches nourrices, les veaux sous la mer, comme il y a à Marsena, et les courts contacts quotidiens. Ensuite, on a sélectionné 5 fermes. Donc, il y avait une ou deux fermes pour chacun de ces types. Il y avait la ferme expérimentale de Marsena qui représentait le système des veaux sous la mer, et aussi une ferme qui était avec une conduite classique, avec des caractéristiques similaires aux autres fermes. Donc, une ferme qui était tout simplement intéressée pour mettre en place ces pratiques. Donc, dans ces 5 fermes, on a fait un autre entretien en 2024 pour leur demander des informations supplémentaires, et on a demandé leur bilan comptable sur 3 ans, donc entre 2021 et 2023. On a analysé ces données. Donc, on a commencé par faire une ventilation des charges et des produits dans plusieurs catégories pour chaque année et chaque exploitation. On a calculé des moyennes sur les 3 ans, puis on a divisé par le nombre de vaches ou de veaux dans la ferme par an. Et on a fait des calculs de plusieurs indicateurs économiques. Et je peux aussi remercier Marion Kensel qui est présente aujourd'hui, j'ai vu, qui m'a bien aidé à faire ce travail. Donc, je ne vais pas représenter les systèmes puisque ça a déjà été amplement présenté avant. Donc, on a le système des vaches touristes comme l'a présenté Steren. Un troupeau à part, séparé du troupeau laitier. Les veaux sous la mer, donc c'est vraiment le système traditionnel comme il y a à Marsena avec des séparations quotidiennes et où les mères sont traites. Les séparations quotidiennes ou pas. Et ensuite, le système qu'on a peut-être un peu moins détaillé, ou ça a peut-être été en partie évoqué par Dominique, c'est ce qu'on a appelé les courts contacts quotidiens, c'est-à-dire au lieu d'amener des seaux de lait, on amène des veaux juste à certains moments de la journée, parce qu'il n'y a vraiment que le lien nourricier. Donc, ça va être le matin et le soir principalement, avec des fois au milieu le midi. Mais c'est vraiment juste le temps que les veaux têtent la vache. Il n'y a pas vraiment de lien mère-jeune qui se met en place. Alors pour la partie économique à l'échelle de la ferme, ici on a les 5 fermes qui sont représentées avec les systèmes. On voit qu'il y en a 3 en bio, une en AOP et une ferme en allaitement artificiel qui n'avait aucun cycle de qualité. On a plutôt des plus petites fermes, on va dire sur le côté droit, les premières, puis les dernières, on est plutôt sur des fermes un peu plus grosses, avec jusqu'à une centaine de vaches dans la ferme. Alors ici, il y a ce tableau qui reprend tous les côtés charges et produits. Donc, on a côté droit toutes les charges avec les différentes catégories qui sont représentées après dans mon tableau, avec notamment, donc c'est les charges moyennées sur 3 ans, et c'est des données qui sont en euros par vache et par an. Donc, on a par exemple l'alimentation en rouge foncé, l'élevage en rouge clair, et plus on monte sur mon graphique, et plus
plus on descend sur mon tableau, plus on a des coûts qui sont de moins en moins spécifiques, on va dire, à la conduite des veaux sous-nourrice. Et on voit que notamment le travail qui est représenté en gris ou l'amortissement sont des coûts assez importants finalement sur ces fermes. Et sur les produits, on voit, donc on a en bleu foncé toute la vente de produits laitiers, en bleu clair la vente de produits viande, les aides en vert. Et il y a une ferme qui avait aussi un atelier de haras et des panneaux photovoltaïques. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que les deux premières fermes qui engraissaient tous les veaux à la ferme avaient une quantité de production en viande plus importante, de 24 et 23%. Par contre, on voyait que le pourcentage de produits laitiers dans leur ferme était plus faible, puisqu'il y en avait plus qui allaient au veau. Et donc, on avait finalement une quantité de produits laitiers vendus sur la ferme moins importante que dans les deux plus grandes fermes, où finalement, là, il y avait très peu en tout cas, le pourcentage de veaux engraissés sur la ferme était très peu important. Et donc, on voit qu'il y avait une bonne production laitière dans ces fermes. Et donc, la part de viande est aussi moins importante. Ensuite, sur la partie économique, donc on a calculé ici, il y a un tableau qui reprend quelques éléments. Donc, on est à des deux fermes avec juste un ETP sur la ferme et les trois autres fermes où on est à plus de 3 ou à plus de 3 équivalents temps plein sur la ferme. Au niveau de l'EBE, donc qui représente en gros les charges et toutes les charges moins les revenus des associés, les amortissements et les frais financiers qu'on soustrait à l'ensemble des produits. Donc on obtient, on va dire, l'EBE par ETP avec des valeurs qui sont quand même bien différentes d'une ferme à l'autre. Donc on a des grandes différences économiques entre les fermes, même quand c'est repris par associé. Et ensuite, on a deux approches. Une première approche comptable, où là, on prend en compte les amortissements et on obtient en fait un nombre. Donc on fait l'EBE moins les amortissements, moins les frais financiers pour pouvoir finalement avoir des résultats courants par associé et même le nombre de SMIC dégagés par associé. Donc là, on voit que pour les fermes où il y a des données qui lèvent les veaux sous les mers, ou tous les types en fait, de systèmes qui laissent des contacts entre les vaches et les veaux, on est en dessous du SMIC, voire même négatif. Et la ferme qui est en allaitement, qui est en système classique d'allaitement artificiel, on est à déjà plus de 2 SMIC par associé. Et dans l'approche trésorière, où là, ça représente plutôt vraiment ce qu'il y a sur la ferme, les flux financiers sur la ferme. Donc là, on calcule le disponible par exploitant qui correspond à l'EBE, moins les annuités, moins les frais financiers. Et là, on voit que le nombre de SMIC par associé, et là, on a quand même des valeurs toutes supérieures à 1, et notamment la ferme des veaux sous-nourrice, où on passe en fait dans les approches comptables à une valeur négative, à plus de 2 SMIC par associé avec cette approche trésorière. Donc cette approche trésorière et cette approche comptable, c'est vraiment une question en fait d'investissement qu'il y a sur la ferme voilà. Et finalement, l'objectif des éleveurs, la plupart du temps, c'est quand même d'avoir une approche comptable avec des nombres de SMIC par associé la plus faible possible pour pouvoir finalement avoir un minimum d'impôts à payer et tout en ayant une approche trésorière, donc vraiment ce qu'ils ont sur leur compte à la fin de l'année, quand même assez important. Donc, mais on se rend compte en fait sur ces schémas que cette approche économique à l'échelle de la ferme rend plus compte de ces stratégies d'investissement comptable plus que des stratégies d'élevage des veaux, hormis les premières données que je vous ai données sur le nombre de veaux et la quantité de lébus. Mais en tout cas, c'est justement l'approche qu'on va aller voir maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment à l'échelle de ces élevages. Mais on voit quand même qu'on est sur des fermes, en tout cas, si on regarde l'approche trésorière, où on est rentable, on n'est pas toujours au-dessus de SMIC, comme on l'a souvent, ou
ou 1,5 SMIC, qui est souvent les seuils visés. Donc on est, en tout cas pas sur toutes les fermes, pas sur les 3 fermes, les 3 premières fermes sur mon graphique, sur mes tableaux, mais voilà, on est quand même sur des fermes qui peuvent se dégager un revenu, même s'il n'est pas toujours très élevé. Et justement, pour continuer cette analyse plus précisément à l'échelle d'un veau, donc là, on a calculé les données à partir de 3 manières différentes. Le premier, on a pris c'est des indicateurs qui sont plutôt globaux, qui vont être calculés à partir des bilans comptables. Donc en gros, ça va être tout ce qui est fourrage, tout ce qui est commun en fait à toute la ferme, tout ce qui va être électricité, tout ce qui va être des choses comme ça. Donc là, c'est la quantité totale utilisée sur la ferme, plus la variation de stock, et qu'on a divisé par le nombre d'UGB dans la ferme et qu'on multiplie par l'UGB de la catégorie utilisée. Donc ici, j'ai remis le tableau des UGB, sachant qu'une vache fait 1, des génisses jusqu'à 1 an, c'est 0,3. Et ensuite, là, j'ai pris en fonction de la durée dans laquelle restait le veau sur la ferme. Par exemple, les veaux qui sont dressés jusqu'à 6 mois, c'est à peu près c'est la moitié de la valeur d'une génisse d'un an. Donc j'ai divisé par 2, donc, ce qui nous permet d'obtenir ce coefficient de 0,15. Et pareil pour les veaux vendus à 3 semaines, on arrive à ce coefficient de 0,025. Et pour les fermes où il y avait des équins, j'ai tout simplement mis 1 par équin. Ensuite, il y a des coûts spécifiques aux veaux. Donc, ça peut être les boucles, principalement. Donc là, tout simplement, j'ai divisé la quantité, le montant total par le nombre de veaux nés sur l'année. Et ensuite, il y a des indicateurs spécifiques calculés à partir des données estimées. Donc là, je vous ai représenté les 4 indicateurs pour lesquels j'ai utilisé cette technique. Donc il y a la partie les consommés commercialisables, c'est-à-dire qu'est-ce que boit un veau vraiment, comment le quantifier, on va dire, comment le chiffrer économiquement. Donc là, je me suis basée sur la consommation en fonction des 3 pratiques d'élevage. Pour la mer, en fait, je suis partie du fait, je me suis plutôt posé la question, au lieu de me poser la question, qu'est-ce que boit réellement un veau, qui est très dur à quantifier, je s'est plutôt basé sur qu'est-ce qui ne rentre pas dans le temps calé dû à cette pratique d'élevage. Donc, quand le veau était sous sa mère, là, je me suis basée sur les études qu'a présenté Dominique juste avant. Donc, j'ai fait la différence entre la quantité de lait collecté entre une vache tétée et traite par rapport à une vache uniquement traite. Donc, on obtenait une différence de 46,8 kg de lait par semaine. Et après, on a multiplié par le nombre de semaines où le veau reste sous la mère et on a enlevé la semaine de colostrum si, durant la première semaine où la vache avait, après vélage de la mère ou de la vache qui allait, le veau était dessous. Pour les vaches nourrices et pour les systèmes avec des courts contacts quotidiens, là, je suis partie plutôt de la quantité moyenne de lait produit par vache et par an. Donc là, j'avais vraiment les données du troupeau laitier, tout simplement. J'ai considéré que c'était une vache moyenne du troupeau qui était utilisée comme vache nourrice, puisque ce sont des vaches qui ne sont pas sélectionnées sur ce caractère-là. Et j'ai divisé par le nombre de veaux par nourrice, pour pouvoir avoir finalement la quantité vue par un veau. En tout cas, le lait qui ne va pas dans le temps calé. Et j'ai multiplié par l'âge au sevrage et la durée d'une lactation. Et j'ai divisé par la durée de lactation, divisé sur 10 mois. Et pareil, si durant la première semaine, en fonction de quand est-ce qu'est mis la vache à l'adoption, si c'était avant ou après cette phase colostrale, j'enlevais ou pas cette semaine de colostrum de ce calcul. Et pour le système en allaitement artificiel, là, j'avais collecté les données de lait des quantités de lait données aux veaux par jour. Donc, j'ai multiplié par l'âge au sevrage. J'ai retiré, toujours pareil, enlevé la semaine colostrale si c'était besoin, applicable. Et j'ai multiplié chacune de ces valeurs que j'ai obtenues par le prix du veau, le prix du lait vendu à la laiterie.
quand il y avait des fermes qui transformaient, là, j'ai considéré que c'était du lait qui était... le système ne joue pas sur le lait qui est souvent commercialisé ou qui est transformé à la ferme. Donc, c'est pour ça que je suis restée plus sur la quantité de lait vendu. Il n'y a pas de raison que la mise en place de ces pratiques joue sur la quantité de lait finalement transformé à la ferme, mais plus sur les quantités restantes vendues à la laiterie. Ensuite, pour la partie lait bu par les veaux, eau bu par les veaux, là, je suis partie d'une publication qui me permettait qui donnait en fait la quantité d'eau bu par des veaux. Et pour le lait reconstitué, là, je me suis basée sur ce qui était souvent indiqué sur les paquets. Ensuite, il y a la partie essence et diesel. Donc là, c'est tout ce qui va être les kilomètres, ou en tout cas les quantités euh, de, 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 de carburant utilisés pour en fait aller voir les veaux au pâturage. Donc là, j'ai estimé que les pâturages étaient en moyenne à 5 km aller-retour de la ferme et que les éleveurs consommaient 0,07 litres au kilomètre. J'ai divisé cette valeur par le nombre de veaux dans la parcelle. Et j'ai multiplié cela par le nombre de fois que l'éleveur va voir le veau au pâturage en moyenne, soit jusqu'à sa vente, ou soit jusqu'à l'âge d'1 an pour les génisses de renouvellement. Et j'ai multiplié par le prix de l'essence au litre, que là j'avais aussi dans les données comptables. Ensuite, pour l'alimentation consommée ou produite sur la ferme, donc là, je me suis partie en fait des charges en production végétale et la charge de travail par un tiers qui sont utilisées pour cette production végétale, plus la consommation de fuel, où là, j'ai vu aussi, il y a une publication qui disait que ça représente 84% de la consommation de fuel était utilisée pour les productions végétales dans les fermes laitières. Et j'ai ensuite enlevé les ventes de fourrage et de produits végétaux produits sur la ferme. Et j'ai multiplié par une durée de pâturage après l'âge de 3 mois. Pour considérer que finalement, on sait que l'alimentation lactée, elle est majoritaire jusqu'à l'âge de 3 mois. Donc j'ai considéré que finalement, un veau, la quantité d'herbe mangée par un veau avant 3 mois était négligeable par rapport à la quantité consommée par les vaches nourrices. Voilà pour le matériel et méthode. Et concernant les résultats, donc là pour les génisses donc entre 0 et 1 an, je me suis vraiment focalisée sur cette partie dans mon étude. Donc on avait les 5 systèmes d'élevage, donc les 5 fermes toujours dans le même ordre que je vous ai déjà décrit. Donc on avait les veaux restés avec les vaches moins d'1 jour pour un système artificiel et finalement restés 3 semaines à peu près pour les veaux sous les mers et en court contact quotidien, 3 mois, pardon. Et le sevrage, il était à 6 mois dans le système avec des courts contacts quotidiens. Et avec les nourrices, l'âge de sevrage était à 5 mois. Il y a 2 fermes où les veaux étaient mis au pâturage dès 5 jours. Et dans les 3 autres fermes, l'âge de mise à l'herbe était après sevrage, donc entre 6 et 7 mois. Donc ensuite, pour reprendre le même type de graphique que tout à l'heure, on voit que ici, c'est la consommation de lait qui est consommée par les veaux et d'alimentation de démarrage. Donc on voit que finalement, c'est plus la quantité de lait plus la durée en fait d'allaitement est importante, plus la quantité, plus le coût alimentaire de la génisse va être important. C'est plus la durée d'allaitement qui joue que la conduite d'élevage. Par exemple, là, justement, si on compare les veaux sous la mer et les veaux avec des courts contacts quotidiens ou les veaux avec un allaitement artificiel, donc la ferme 1, 2 et 3, on voit que finalement, on a à peu près les mêmes valeurs, que
que ce soit les veaux qui soient sous la mer, notamment entre Marcenat donc les veaux sous la mer et en allaitement et en conduite classique en allaitement artificiel. Et dans la ferme numéro 2, on voit que finalement, les coûts alimentaires en lait sont très faibles, mais par contre, comme ils compensent aussi avec un alimentation de démarrage, on obtient quasiment les mêmes valeurs, même des valeurs supérieures que les veaux sous les mers et en allaitement artificiel. Il faut aussi en prendre en compte aussi le prix du lait là-dedans, parce que finalement, une des raisons qui pourrait expliquer que le coût alimentaire pour les veaux sous la mer soit si faible, c'est que le prix du lait en euros par millilitre est aussi plus faible dans ces fermes-là. Donc ça, c'est ce que revenait aussi, ce que disait Dominique tout à l'heure. Plus le lait est cher et moins c'est rentable, ou en tout cas, plus les coûts, plus ça joue sur la charge de ces fermes et le coût alimentaire. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. On voit que ça reste quand même des prix assez importants, hein, le coût alimentaire, par rapport au reste des charges d'une génisse. Ensuite, si on voit les coûts spécifiques, on va dire, d'une génisse dans tout ce qui concerne l'élevage, tout ce qu'il y a dans ma première partie du tableau, donc tout ce qui va être coût direct total, on voit pareil que c'est vraiment la partie alimentation qui joue le plus sur ces prix et que finalement, pour les autres valeurs, on a des valeurs à peu près similaires entre les fermes concernant tout ce qui est coût d'élevage, ce qui va être représenté en rouge sur ma ferme, mécanisation, fourrage et pâturage. Ensuite, si on passe sur le côté produit, là, en fait, ce sont les données qui sont issues des données comptables des fermes, parce que c'est le seul endroit, en fait, comme c'est des animaux qui ne sont pas vendus, les valeurs qui sont indiquées ici sont les valeurs données par les comptables d'une génisse d'un an. Donc, ce sont des valeurs théoriques. Et donc là, notamment pour la ferme de Marcenat et les cours contact, la ferme avec des cours contact quotidiens 1, on a en fait des valeurs assez faibles par rapport aux 3 autres fermes où on voit que des valeurs similaires, mais donc ça diminue artificiellement aussi les produits voilà, la valeur en fait de ces génisses, quoi, et du coup le produit d'une génisse. Donc on obtient quand même finalement des profits totaux qui sont très variables. Donc, pour les veaux sous les mers, on est autour de 207 euros par génisse et par an. Et on monte, en fait, c'est quand même la ferme avec en allaitement artificiel qui s'en sort le mieux. Mais après, c'était quand même une très bonne ferme où on est à quasiment 900 euros par génisse et par ferme parce que finalement, on voit que c'est là où il y a quand même le moins de coûts alimentaires et une bonne le coût théorique de la génie, c'est quand même assez bon et surtout, ça reste des fermes qui vendent bien leur lait et donc finalement, c'est là-dessus que, même par vache, et donc c'est finalement plutôt ce côté-là qui permet d'augmenter ce profit total. Après, il y a quand même les 2 fermes avec donc sous-nourrice et avec des cours contact quotidien 2 où on a quand même des valeurs supérieures à 700 euros par veau et par vache. Donc, on a quand même des coûts assez importants, des profits assez importants par rapport aux 2 autres fermes. Ensuite, les résultats pour les veaux gras, donc qui sont vendus, qui sont engraissés à la ferme et vendus à 6 mois. Donc là, on a trois fermes qui sont concernées par ces pratiques. Donc la ferme de Marcenat, ce qui laisse les veaux sous la mer jusqu'à leur sevrage à 3 mois, ils sont vendus à 6 mois. Ensuite, il y a les cours contact 1 qui qui les vendent en fait non, au moment de leur sevrage à 5,5 mois. Et pour la ferme en cours contact quotidien 2, où là, ils sont sevrés à 3 mois et vendus à 6 mois. Il y a 11 fermes, il y a 11 veaux en fait gras dans les systèmes avec les veaux sous la mer et en cours contact quotidien 1. Et cela représente uniquement un veau dans le système avec des cours contact quotidien 2. Et là encore, ça va être la même conclusion. On voit que là, c'est la ferme qui vraiment
un âge de sevrage de 6 mois, donc le double par rapport aux 2 autres fermes. On voit que là, le coût alimentaire est pareil, ça se répercute directement sur la quantité de lait et le coût du lait bu par le veau, ou en tout cas, ce que représente la charge alimentaire pour ces veaux-là. Donc là, encore une fois, ça montre que c'est vraiment la durée d'allaitement qui joue sur la charge de coût alimentaire de ces veaux gras. Et que là, c'est vraiment cette charge alimentaire qui est vraiment la proportion la plus importante, le coût le plus important pour, pour, sur la totalité des charges nécessaires pour élever ces veaux. Et là, pour la partie produit, donc la valeur des veaux est toujours en turquoise en première valeur. On voit que les éleveurs avec des courts contacts quotidiens 1 et les Marcenais avec les veaux sous la mer valorisent mieux leurs veaux que la ferme avec les courts contacts quotidiens 2. Donc finalement, c'est ça qui joue finalement. On voit que finalement, pour pouvoir avoir des pratiques rentables, donc quand on parle d'engraissement des veaux avec vraiment la vente de veaux, et on peut vraiment comparer la, la valeur d'un veau vendu. On voit que l'endroit et la manière dont sont commercialisés les veaux jouent de manière importante sur le bénéfice total ou le profit, finalement, quand on fait produit moins cher, on voit que ça joue beaucoup finalement sur ces quantités. C'est vraiment un élément important aussi à prendre en compte. Il ne faut pas uniquement prendre en compte la partie quelle est la quantité de lait bu par les veaux et les coûts finalement associés à l'élevage d'une génisse ou d'un veau gras, mais il y a aussi la partie valorisation où il faut beaucoup jouer pour finalement pouvoir valoriser au mieux ces veaux. Et pour les veaux vendus non sevrés, là c'est pareil. C'est-à-dire là en allaitement artificiel, là ils les vendent à 6 semaines alors que les autres fermes les vendent à 3 semaines. Donc c'est là où on voit encore que le coût alimentaire dû à la consommation de lait est doublé par rapport aux autres systèmes. Et là, c'est pareil, c'est en fonction de comment sont valorisés les veaux que les produits sont plus ou moins impactés, en tout cas sont impactés majoritairement par le prix de vente d'un veau, quoi. Donc, les messages sur cette partie, sur cette analyse économique, c'est qu'au niveau de la ferme, on voit qu'on est quand même sur des fermes qui jouent, où les impacts et on va dire les stratégies mises en place dans les fermes notamment les investissements jouent plus sur les résultats économiques de la ferme que les pratiques d'élevage réalisées par ces fermes. Et au niveau du veau, on voit que c'est toujours plus rentable d'élever des veaux et des génisses avec les systèmes en tout cas, si on compare avec cette seule ferme en allaitement artificiel qui était quand même une très bonne ferme. Et si on compare maintenant les pratiques d'élevage entre elles, on voit que c'est plutôt la durée d'allaitement qui, qui influe plus que le type de pratique d'élevage et que finalement le revenu laitier, il est aussi important, que ce soit au niveau de la quantité de lait vendu, le prix à la laiterie et la productivité des veaux. Et que après, la valeur des veaux est aussi très importante à prendre en compte pour pouvoir finalement avoir des veaux qui soient bien valorisés. Donc c'est vraiment pour pouvoir avoir des pratiques les plus rentables possibles, il faut vraiment soit jouer sur la durée d'allaitement, qui est vraiment l'élément majeur, ou sinon on peut aussi jouer sur la partie valorisation du prix du veau, quoi. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Caroline.
tu as une question. Je ne comprends pas comment tu ventiles les charges et les produits. Calculer le coût de production du veau gras et le comparer à un prix de vente. C'est très difficile d'évaluer la pratique des veaux élevés par une vache. Là, je me suis basée en fait sur les tableaux la ventilation que j'ai fait, ça représente les tableaux que j'ai fait et que j'ai représentés. Donc j'ai pu dans chaque coût, dans chaque euh, catégorie de coûts qui étaient représentés sur les bilans comptables, on les a regroupés par catégorie qui correspondait à ce qu'il y avait dans mes tableaux. Et après, il faut, à mon avis, calculer le coût de production de ton veau gras et le comparer à son prix de vente. Bah, c'est ce que j'ai fait. Et après, en fait, oui, c'est ce qu'on a fait. Et après, nous, comme on prenait dans le coût de production, on prenait aussi l'ensemble des coûts de la ferme. C'est pour ça que sur mon graphique apparaissaient aussi les autres revenus associés à la ferme. Mais c'est bien pour ça que j'avais mis en bas tout ce qui est spécifique au veau pour pouvoir aussi comparer les prix de vente du veau avec le coût de production des veaux, par exemple. Mais on pourra en rediscuter un peu plus en détail ensemble si tu veux, Isabelle. Ou à d'autres personnes si vous voulez aussi. Je pourrais redétailler ça un peu plus précisément ailleurs. D'ailleurs, on a fait une fiche technique qui reprend exactement les mêmes éléments, mais on va pouvoir. Voilà. Après, On arrive à la conclusion du webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous pouvez nous contacter également pour les personnes qui souhaitent ouvrir leurs portes sur leur ferme, qui souhaitent visiter d'autres fermes, qui souhaitent participer aussi à la conférence européenne. Voilà, il y a plein d'occasions de s'impliquer dans ce projet et d'en profiter aussi, bien sûr. Et puis, les questions qui restent en suspens, on essaiera d'y répondre par mail, je pense, individuellement. Voilà. Il y a vraiment pas mal d'argent dans ce projet. On peut faire des voyages d'études, on peut faire sur des Ouais. thématiques spécifiques. La prochaine réunion, là, on essaiera de la faire plutôt autour de Lyon sur les systèmes en court contact quotidien ou sous la mer. Pourquoi Lyon? Parce que ça reste une grosse ville facilement accessible et que c'est par ici que sont faites ces pratiques. Donc ça, on la fera plutôt en novembre, je pense l'année prochaine, ou en tout cas à l'automne. Puis on fera une autre réunion plutôt, on va dire, en Bretagne avec des veaux sous nourrice en début 2027. 2020, ouais, c'est ça. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans ce secteur et que vous voulez vous Partager. connaissez. Ouais, Ouais. c'est ça. Que vous connaissez des éleveurs ou que vous êtes vous-même éleveur qui sont intéressés et potentiellement intéressés pour nous inviter sur leur ferme, on sera très contents et on pourrait aussi organiser des voyages d'études entre différentes parties de la France pour pouvoir, sur une thématique en particulier, ou de manière générale sur une pratique ou même de manière générale, on pourrait reprendre aussi les éléments évoqués dans ce webinaire, mais dans les 3 derniers webinaires, où notamment le dernier qu'on a fait en novembre, c'était un webinaire assez complet où on présentait toutes les données sur la santé, sur les croissances, on était beaucoup plus large. Donc je vous invite, pour répondre aussi à des questions qui sont posées sur la santé, ça c'était des éléments qu'on avait abordés dans les webinaires précédents. Donc il y a pas mal de réponses, soit là-dessus, soit sur les fiches pratiques qu'a fait Clara et qui a été remis juste au-dessus. Donc n'hésitez pas à les contacter pour plus d'informations ou nous contacter directement, Chloé ou moi. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et puis à bientôt pour des prochains événements Transforme Nérinet tous ensemble. Au revoir. Bonne journée, Merci. au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.